Salut à tous l'équipe, je suis Zach, vous êtes sur le Only Hand Podcast. C'est le retour, vous l'attendiez tous. Non, c'est pas vrai. On est de retour. Je dis on, je suis tout seul. Donc oui, c'est la reprise. Voilà, oui, je sais, ça fait des mois et des mois, il n'y a pas eu d'épisode. Des mois et des mois, il n'y a pas eu de news. La page Instagram est de retour. Voilà, on part sur un nouveau format. On va y avoir quelques invités. Ça sera souvent des formats courts, des formats actualités comme ça, des formats gauleries. C'est ça le Only Hands Podcast. On est là pour rigoler, pour parler du MMA, et surtout pour les opinions douteuses de votre boug. Je suis Zach, c'est le Only Hand Podcast, ça commence tout de suite. Brrr. Donc, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Ouais, je sais, l'intro était fatiguée. Mais bon, à un moment, voilà, on va pas commencer à poser des je sais pas quoi. Il faut se remettre dans le bain, il faut revenir. Je suis là, je parle tout seul dans ma chambre, il y a le chat qui m'écoute. Voilà, vous croyez. Vous attendez à quoi? Mais bon, ce week-end, ce week-end passé, on avait deux événements. On avait ici au Québec, au Canada, le Samouraï MMA 15 qui revenait au Casino de Montréal. Donc ça sera la deuxième partie du podcast. Votre boug était sur place, votre reporter de terrain préféré était sur place. Donc on a fait une petite sorte de vlog. Ça arrivera en deuxième partie. Comme vous avez pu voir, cette vidéo, elle est déjà archi longue. Alors ce magnifique vlog sur le Samouraï MMA 15, vous pourrez le retrouver sur la page Instagram Only Hand Podcast. Ça s'affiche ici, je vous en prie. Hop. Ah, ça va disparaître. En attendant, je vous laisse avec un petit extrait des images récoltées. Comme vous pouvez voir, on dirait que je suis en train de lâcher un méchant freestyle, mais non. J'étais juste en train d'analyser les résultats et puis, en attendant, je vous laisse avec l'autre fou. En première partie, on va commencer avec cette carte désastreuse de l'UFC à l'Apex, une fois de plus, tellement nul que le main event a pris congé. Et puis après ça, on va récapituler la carte qui arrive, l'UFC 316, gros pay-per-view dans le New Jersey, parce que ces bâtards, apparemment, ils lâchent des sous pour avoir des gros événements UFC. Écoute, la stratégie est bonne, hein, parce que pour l'instant, ils ont posé des classiques. Donc voilà, on va analyser tout ça. Et puis on commence tout de suite par un récap rapide de cette carte nulasse que Dana White nous a cook. Hein. Donc voilà, on peut dire cook, mais je suis pas vraiment sûr parce que je pense que le Boog avait pas les yeux sur le plat. On était sur une carte de, c'est quoi, 10 combats? Même pas 10 combats qui se sont transformés en 9 pendant la soirée, du jamais vu. Voilà, le Fight of the Night, c'était un combat 115 livres chez les femmes. Alors, je vais pas parler mal, calmez-vous, on n'est pas dans la misogynie, pas aujourd'hui en tout cas, mais voilà quoi, le niveau était pas là. Par contre, le Fight of the Night est plus que mérité. Ça, faut souligner, parce que je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un combat en strawweight féminin a réussi à récupérer ce Fight of the Night. Je pense que ça doit être Johanna et Weili Zhang, le dernier event avant le Covid, quand ils ont fait une guerre nucléaire. Donc voilà, Alice Ardeline, qui est connue aussi pour avoir 3 millions d'abonnés sur TikTok pour des blagues de fesses. Top niveau, hein, vraiment, l'UFC, qui était à 0-2, qui a affronté une autre meuf à 0-2, Ryan Dos Santos, ex-champion Invicta. Et finalement, bah, ils se sont arrachés la tête debout, hein, vraiment. C'était du bare knuckle avec des gants, clairement. On va pas vous mentir. La guerre était fun. Si vous aimez les combats sanglants et stupides, c'est votre cas. N'hésitez pas à rallumer Fight Pass. Après ça, on a eu le retour du Belge Bolaji Oki, a.k.a. Zulu Warrior. Donc déjà, quand tu vois un Renoir stock tracé comme un combattant de l'époque, le genre de bouc dont même Jules César avait peur, je pense qu'il mérite le titre Zulu Warrior, ça c'est sûr. En plus, il pull up avec une giga teinture blonde. On dirait Benjamin Shelton Prime par l'époque de la WWE. Donc voilà, il nous a produit une belle performance face à un Michael Aswell plus que présent. Le Boog, ça l'a appelé mardi pour lui dire t'es chaud pour faire ton début à l'UFC. Une weight class au-dessus. Il avait impressionné à son passage au Contender Series l'année dernière. Lui aussi, il avait fait une guerre nucléaire. Tellement que je crois, ils ont dit que c'était le premier à avoir un bonus au Contender Series alors qu'il a même pas gagné. Enfin, voilà, quoi. Ils nous ont posé une très belle guerre. Bolaji Oki qui a réussi à rentrer dans son combat assez vite, mais qui a ralenti. Aswell qui a réussi. C'était presque, je crois que c'était uniquement du striking. Très peu de kicks des deux. Aswell qui a démontré un menton en adamantium. Voilà, le mec s'est mangé des missiles, des jabs. Et dans le troisième, Bolaji, il a compris qu'il fallait rentrer tank, rentrer in the pocket, boxer vite. On va pas commencer à sortir. À chaque fois qu'il sortait, il se faisait toucher. Il rentre et il sort plus jusqu'à que toi, tu recules. Ça a marché visiblement parce qu'il a réussi à briser son adversaire dans le troisième round. Il n'a pas réussi à le finir parce qu'une fois de plus, le mec, il avait peut-être il avait le crâne à Lex Luthor sous kryptonite. C'était vraiment c'est impressionnant. 24 ans seulement. 24 ans. Maintenant 10-3. Il est à l'UFC. Je peux même pas parler mal de lui. Michael Aswell, tu mérites ta place. Force à toi. Merci pour le spectacle.
Force à Bola Aoki, le Belge qui remporte une nouvelle victoire. Ça fait maintenant 2-1 pour lui à l'UFC. Ces 2 victoires, 2 giga short notice. Le mec n'a pas de chance, mais bon, force. Ça, c'est hors de son contrôle. Ensuite, on avait le retour de l'homme le plus sassy de l'UFC, l'ex-twerker, Jordan Levitt. Alors, bon, ok, le mec est archi suspect, rien qui bouge ses fesses dans la cage. Visiblement, il a déclaré prendre sa retraite sur cette célébration. Donc, bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour d'autres. Je vous laisse décider. Et il a soumis en 1 minute 39 le vétéran Kurt Holobo. Kurt Holobo, sachez-le, c'est son 3e passage à l'UFC. Le mec était à l'UFC à l'époque UFC 150 quelque chose. Ensuite, il est revenu à l'UFC. Il a fait 0-4 face à... Bon, après, on dit 0-4. Ouais, non, 0-4, le mec, il a affronté des Shane Burgos, Raoni Barcelos. Bon, il a affronté des bolos sous featherweight, sous cut difficile. Et ensuite, il est revenu en ayant remporté la victoire. On a remporté le tournoi du Ultimate Fighter, la saison spéciale Conor McGregor, Michael Chandler, où ils ont ramené des anciens de l'UFC opposés à des nouveaux jeunes. Les anciens les ont lavés. Kurt Holobo qui avait fait des très belles performances, notamment une guerre nucléaire. Ça fait 3 fois que je dis guerre nucléaire. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être les news qui sont en train de me rendre anxieux. Une guerre intergalactique face à Jason Knight que vous avez dû voir dans des edits Violence Prime ou je sais pas quoi. Ah, le chat qui commence à... Ouais, peut-être parce que l'assistant de production Piotr est toujours présent. J'aurais dû donner des croquettes pour pas que tu me casses les couilles pendant l'enregistrement. Ouais, bon, bah, toutes ces accolades pour se faire étrangler Anaconda Choke par Jordan Levitt. Disons que voilà, c'était une performance vraiment. On arrive, 5 secondes, jab, takedown, le takedown passe, l'autre essaie de se retourner en turtle pour remonter. Un bras, une tête, fin de story. Ensuite, après ça, oula, je suis un peu trop proche du micro, on avait un combat très technique, un des combats les plus hauts niveau de la carte, alors que c'est 2 mecs qui sont même pas classés. En flyweight, c'était un combat Brésil-Brésil. Alan Nascimento de la team Blondinet, a.k.a. Shooto Box de la Charles Oliveira Squad, face à Jafel Filio. Mais c'est qui Jafel Filio? T'es là, tu nous donnes des blazes, on connaît même pas. Chacal, tu te rappelles pas? Le mec, il avait affronté le dangereux prospect Mokayev et il lui a explosé le genou. Et ce fou malade du Daghestan, il a pas tap out. C'est lui, Jafel Filio. Depuis, il était sur 2 victoires par soumission, dont une sur un comeback où il s'est fait déchirer au corps et il est revenu pour étrangler Daniel Barrez. Donc voilà, c'était un combat, c'est simple. Les gars, vous êtes des cracks comme moi, si vous écoutez, vous avez Fight Pass, vous voulez voir un bon combat de Jiu-Jitsu Prime, de grappling, où ça allait à gauche, à droite, où chaque erreur se paye cash, c'est celui-là. Nascimento, Jafel Filio. Je vais pas vous mentir, je suis assez heureux que Nascimento ait gagné, parce que on a profité du passage du samouraï au casino pour lâcher un petit billet, et Nascimento, il m'a fait transpirer, mais le ticket est passé, merci à toi. Ensuite, on avait le droit à... Là, c'est un week-end important aussi pour moi, parce que c'est la première fois, je pense, ça va faire 10 ans que je regarde du MMA, c'est la première fois que je vois 2 mecs qui s'appellent Zach qui l'emportent. Donc, on a eu Zachary Powell au Samouraï, ici sur la scène régionale, et Zach Reese sur... je parle pas du mec, le grand frère de Malcolm. Non, même s'il est un peu con comme lui. Zach Reese qui l'emporte face à Dusko Todorovic, un combat middleweight. Zach Reese, on connaissait la story, c'était premier round finish où il se fait exterminer. Cette fois-ci, il a pris son temps. Il a été très... Bon, après, Todorovic en face qui jouait un peu son contrat. Si, voilà quoi, il allait devoir login sur Serbie Emploi s'il ne reportait pas la victoire. Malheureusement pour lui, j'espère qu'il a une bonne connexion Internet parce qu'il perd à la décision sur 3 rounds. Après un premier round, très câlin, très cage, très... voilà quoi. Zach Reese qui arrive à retourner la situation, gagner de l'espace, fatiguer son adversaire et travailler en striking, même s'il s'est fait ouvrir sa grand-mère une belle cut sur le front. Donc voilà, force à lui. Après ça, on a eu... Bon, vas-y frère. Voilà, je disais que j'allais pas être misogyne aujourd'hui. Mais regardez, Ketlen Vieira, Macy Chiasson, c'est 2 meufs qui sont top 10 bantamweight. Top 10. C'est-à-dire que dans leur catégorie de poids, elles font partie des 10 meilleures au monde. Il y en a une qui a littéralement dit, tu sais quoi, non, cette semaine, je suis pas en bantamweight. Je m'en bats les couilles, je veux pas faire 135 livres. Je veux pas faire 61 kilos. J'arrive à 66, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, tu veux 20%? Tiens, je te donne 20%. Allez, c'était à 2 doigts qu'elle lui dit, tiens, prends ton argent et nique ta mère. Franchement, c'était honteux. Et puis, le pire, c'est qu'elle gagne. Je vous dis la vérité, j'ai même pas regardé le combat. Voilà, j'étais sur Fight Pass, j'ai mis pause, j'ai mis une vidéo YouTube. Je sais même pas, j'ai regardé un truc de... J'allais dire un truc de cuisine, je vais rester dans le thème. Mais non, j'ai mis une petite recette à base de... Comment ce New-Yorkais a installé à Harlem son truc de hot dog. J'en avais rien à foutre. Tout ce que je voulais voir, c'est le combat arrive à la décision, chiching, je passe mon ticket avec Nascimento. Ouais, je le dis. Ça y est, le gambling, tout ça,
On a arrêté, mais de temps en temps, tu connais, on rentre dedans. C'est la faute au casino, c'est la faute à mise au jeu. Voilà, j'ai rien à dire sur ce combat, mis à part que je l'ai pas vu. Voilà, donc franchement, tu vois, c'est ça le problème. Encore, là, ce week-end, on a le titre bantamweight féminin. Il y a un minimum d'épices, il y a un minimum de trucs parce que c'est une ceinture, on n'a pas vu depuis longtemps, des vrais challengers. Là, on a. Mais bon, on va en parler plus tard, vous inquiétez pas. Suite à ça, on est toujours sur la main card. Hein. Vous dites, ouais, ça fait putain, il prend du temps, il y a beaucoup de combats. Non, non, il en reste que 3. Dustin Jacoby, qui a exterminé le. J'ai pas envie de dire frauduleux, mais un peu. Un peu. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est un peu. C'est du placo. Tu vois ce que je veux dire? Bruno Lopez, c'est un peu du placo. Il fait le job, mais quand ça commence à avoir. Disons, quand il y a beaucoup de poids, quand il y a pas mal de choses qui reposent sur lui, ça peut craquer. Et là, visiblement, ça a craqué. Parce que, ok, le mec, ouais, tiens, j'étais à 13-0, j'arrive au Contender Series. Il s'est fait KOT par un giga underdog. Ensuite, il part sur la scène régionale. Il remporte une victoire. Tu connais, c'est un 205. Donc, même sur une victoire, l'UFC l'appelle pour faire les Contender Series. Il gagne son combat face à un bolos. Et ensuite, il tombe face à Justin Jacoby pour son deuxième combat à l'UFC après avoir fait une décision très. Voilà, quoi, une décision très skippable. Justin Jacoby, il a dit: ah ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi tu vas m'empêcher d'entrer dans le top 15 comme ça. Pah, il l'a bombardé. C'était un chaos vraiment sale. Le genre de chaos, tu vois dans la rue, vraiment, tu vois ce que je veux dire? T'attends que les ambulanciers soient présents juste pour vérifier que le mec n'est pas mort. Voilà. Heureusement, staff médical de l'UFC, je pense qu'ils ont l'habitude. Dustin Jacoby, merci encore. Hein, voilà. Il avait même mentionné dans son interview, ce mec est ultra surcoté, pardon. Sous-côté. Ce mec est ultra sous-côté. Ancien striker au Glory, il avait fait pas mal de résultats. Je crois que c'est le premier mec que Alex Pereira a mis KO au Glory. Bon, c'est pas la meilleure médaille, mais voilà quoi, ça montre qu'il était au niveau du kickboxing. Il avait dit que la dernière fois qu'il était à l'Apex, il s'était fait voler face à Khalil Rountree. Les gens juste Twitter, ouais, vas-y, t'es mal, il prend un petit KO, il parle mal. La vérité, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai vu ce combat, j'avais le seum. Khalil Rountree, respect à lui, tout ça. Hein. Tu connais l'histoire, c'était un ancien gros, il a réussi à percer, maintenant il affronte Pereira, il fait le bonhomme, c'est un brave. Mais Jacoby avait gagné ce jour-là. Et ça me fait plaisir de voir qu'il a un petit peu de karma qui revient. Tu vois ce que je veux dire? Une petite, tu vois ce que je veux dire? Ça. Là, je vous parle carrément, j'ai fait un petit mouvement de poignet et j'ai eu mal. La preuve que je suis même pas encore rétabli, mais bon, les risques que je prends pour vous, mes chers abonnés. Ensuite, on a eu le droit à Ramis Brahimaj, qui a posé, pareil, le mec qui nous a pris au cœur. Il arrive, il a fait une guillotine tellement violente. On avait des flashbacks de Jones sur Machida Prime. Voilà quoi, le mec il lui a tordu la nuque, il l'a endormi. Billy Ray Goff, c'est un mec qui vient pour se bagarrer. Franchement, c'est un gamer, mais là, il a même pas eu le temps. Une prise de dos, une tentative d'escape, ça a fini en attrapage de tête. Vraiment, c'est le genre de guillotine qu'on verrait dans John Wick. Le genre de prise qu'on voit dans un film d'action. Vraiment, Jason Statham, faut prendre des notes, frère. Brahimaj, qui ensuite a pas. Je crois que son interview, elle était encore plus longue que son combat, 3 minutes 16. Il a dû déblatérer 5 minutes. Il était là. Merci Daniel Cormier, tu m'as donné la force. Voilà, merci Sean Shelby. Sean Shelby, j'étais sur une mauvaise passe. Il m'a donné la chance que je puisse revenir. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc moi, je suis grateful, tout ça, machin. Vraiment, bonhomme. Rien à dire. Et puis, en co-main event, Mateusz Gamrot. Bon, ça, c'était un combat. Faut pas dire, ok, tout le reste de la carte est vraiment pas fou. Mais là, c'est un combat, c'est très haut niveau. Lightweight. Donc là, vous connaissez votre boog. C'est ma cam. De toute façon, c'est la cam de tout le monde, les lightweight. Les lightweight qui s'approchent du top 15 ou qui sont dans le 15, c'est la cam de tout le monde. Il n'y a personne qui aime pas. Même quand c'est le très grappleur et très leglock, très fétichiste des pieds, Mateusz Gamrot. Il a fait une perf face à l'explosif, le terroriste du left kick, monsieur Ludovic Klein. Attends une seconde. Slovène. Ouais, votre boug est calé en géographie. J'ai pas vérifié, je regardais le drapeau, hein, commençait même pas. De toute façon, les mecs, les mecs qui écoutent un audio, ils ont aucune preuve. je pourrais grave vous scammer. Mais Mateusz Gamrot qui progresse à 25-3. Voilà, donc un palmarès très impressionnant qui a réussi à battre Ludovic Klein. Un Ludovic Klein qui est venu par contre, il n'était pas là pour présenter. C'est son shot au top 15. Il affronte direct un top 7 en plus. Il a profité du fait que Gamrot a fait une performance exterminée au sol face à Dan Hooker. Il s'est fait punir par l'UFC. Il lui a dit maintenant tu vas défendre ta place face au mec d'en bas, face au mec de la cité d'à côté. Et bah le mec de la cité d'à côté, il l'a maîtrisé comme un petit. Hein, clairement, il lui a demandé, tu sais quoi, tiens, je te tiens par terre, va me chercher une canette. Mais voilà, un Ludovic Klein qui n'a pas su du tout gérer la lutte de Mateusz Gamrot, mis à part début de premier round. Mais bon, après, il faut dire, Gamrot, le mec, c'est un scrambler. Il t'attrape ta jambe, il te lâche pas.
c'est pas juste tu dois drill des takedowns défense avec lui. Non, non, non. C'est vraiment. Vous voyez les écureuils, quand ils se battent, ça fait pop, 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 ça fait un écran de fumée. C'est comme ça son grappling. Il t'attrape, un talon, il va revenir jusqu'à ton dos. Non, le bug est très fort, vraiment. Il y a des shades un peu de. Un Demian Maia un peu plus rapide, un peu plus athlétique. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à avoir des positions ultra dominantes, mais il est arrivé en garde, au-dessus. Et en plus, il n'a pas juste tenu, il a taffé, il a mis des frappes, il a mis des coudes. Quand c'était debout, c'était un peu plus compliqué. Ludovic Klein qui a réussi, dans la petite cage de l'Apex, à fermer les espaces, à garder sa distance, à garder des frames, à le garder en kicking distance et à tabasser. Non, par contre, son pied gauche, excusez-moi, mais c'est une dinguerie. J'ai rarement vu un pied gauche comme ça. C'est pas comme Barbosa qui pouvait kicker, qui était un fou malade, qui était rapide à la mort avec les deux jambes. Mais Ludovic Klein, wow, la puissance. Et puis, pour les amateurs de tabassage en règle, dans les arts du K1, n'hésitez pas à regarder son. Bah, n'hésitez pas. Vous avez vu les highlights. De toute façon, si vous êtes actif sur Instagram, sur les pages de MMA, vous avez vu ces giga highlights où il a détruit, il a passé à tabac à lui tout seul le pauvre A.J. Cunningham. Tellement sale, le mec avec un. Franchement, un warrior, hein, parce que putain, tout ce qu'il a mangé. Malheureusement, tout ça, il n'a pas pu l'appliquer parce que Gamrot, il a dit aujourd'hui, hey, tu vois cette cage là, regarde, c'est rouge et blanc, c'est la cage de la Pologne. C'est à moi. L'ancien champion du KSW qui s'en va avec une victoire où il a pu prouver son statut de top 7. Bon, ensuite, ça fait 16 minutes, je déblatère. Le main event, je vais pas vous mentir, j'ai grave le seum. Oui, c'était Barber Blanchfield. Oui, c'est un main event de top 5 flyweight féminin. Ouais, je sais. Mais j'ai grave le seum. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer mon thought process. Moi, je vois une carte comme ça. Je vais pas vous mentir, ça fait 2 semaines, j'ai pas trop regardé l'UFC, j'ai pas trop suivi. Sauf les gros événements, le 315, hamdoulilah, on était sur place. Peut-être qu'on fera un vlog, hein, j'ai pas mal d'images. Ceux qui étaient sur Montréal, d'ailleurs, grosse dédicace à tous les mecs que j'ai pu. Chaque fois que je voyais une caméra, tous les mecs qui me demandaient Yo bro, et les mecs qui veulent faire des micro-trottoirs, putain, je leur ai donné du spectacle. Hein. Je crois que je vais en mettre un juste là. On n'a pas le son, mais c'est pas grave. Prédiction désastreuse, je mettrai peut-être le link sur, sur Instagram. N'hésitez pas à nous follow. Only Hands Podcast, on est là. L'Instagram va y avoir du contenu, va y avoir des blagues. Et écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de carte vraiment de l'UFC de haut en bas comme je fais de ma manière de crackhead. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? On va essayer de vraiment forcer l'intérêt, porter quelque chose. Ouais, la carte est désastreuse, mais on va chercher de trouver des raisons de le regarder. On voit par exemple Todorovic qui jouait son contrat. C'est toujours des combats intéressants en général. Dustin Jacoby, c'est quelqu'un qui met beaucoup de spectacles. Ramis Brahima, j'y revenais, ça faisait 2 ans, mais il est 1 an et demi, pardon, mais il est chaud. C'est quelqu'un qui est fort. Bola Gioki, on RPZ de la francophonie. Et finalement, le main event, je vais pas vous mentir, moi je suis FC Team Erin Blanchfield. Hein. Depuis que je l'ai vu au Eddie Bravo Invitational sur Fight Pass à faire des performances de Jiu-Jitsu de fou malade face à des darons de 30 ans black belt alors qu'elle arrive, elle a 17 piges et des oreilles en chou-fleur, t'as un prime Khabib. Pas vous mentir que j'étais impressionné. Et depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, elle a fait que du dégât. Elle a aussi détruit la hype de la fraude Molly McCann. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans le train. Hein. Elle a affronté Barber, qui était la meuf la plus physique en flyweight. La meuf vraiment la bully, qui frappe fort, qui tabasse. Une des seules qui arrive à avoir des vrais KO violents dans les catégories légères féminines. Eh ben non, en fait, ils ont juste décidé de ne pas faire le combat. Donc, moi je suis là, j'allume ma télé, je suis tranquille. Gamrot vient de gagner son combat, une très belle performance, c'était du haut niveau. Bon, les promos, tout ça, machin. Ah, I'm willing to do anything. Enfin, vous savez, l'UFC, les petits packages vidéo là qu'ils font. Et là, ça cut sur la grosse tête à Daniel Cormier et ses collègues qui nous annoncent que, bah, en fait, ils walk out pas tout de suite. Bah, on sait pas ce qui se passe. C'est la première fois qu'on voit ça. Ok, cool, on met une pub. Donc, moi, je me graille les vieilles pubs de BT Sport, shout out à l'IPTV qui me permet de regarder gratuit. Enfin, gratuit, pas très cher. Et quand on revient après la pub, le main event est juste annulé. Bon voilà, on n'a pas vraiment de raison. Au début, ça dit raison médicale. Puis finalement, ça dit qu'elle a eu une crise d'épilepsie avant de se battre. Ils ont interviewé Erin Blanchfield. Erin Blanchfield qui a pas... Oh là 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 là. Pour une meuf, comment elle a parlé mal. Oh là là. C'est pas professionnel. Elle s'est chiée dessus. Elle vaut rien dans sa vie. Ouais, j'étais franchement, les gars, même moi, j'étais en mode, ouais, doucement. Doucement, je sais que tu t'entraînes. Ça fait 3 mois que tu t'entraînes. Tu vas prendre le chèque. Respire. Tu veux quoi? Tu veux frotter les oreilles encore plus? Tu veux plus de. C'est quoi? Tu veux que ça se calcifie plus dans tes oreilles, ton hémoglobine, ton sang, que l'oreille elle gonfle comme ça jusqu'à on dirait un casque de lutte? Ouais, je dose. C'est une femme quand même. Oh, quand même. C'est une combattante elle aussi. Wesh, mais non. Vraiment, elle était allée. Elle a trash talk de fou. Suite à ça, bon, je vais pas vous mentir, c'est grave une vague de haine sur les réseaux. Il y en a, c'était drôle.
C'est ça le problème. C'est ça le problème avec des fois, les blagues où les gens ils abusent. Il y a des gens, des fois, ils sont marrants. Des gens, ils sont marrants. C'est comme des fois, il y a quelqu'un, moi, je vais être dehors, quelqu'un, il va me traiter de sale arabe, je vais dire, ah, vas-y, c'est pas marrant, tu vois, c'est un mec bizarre. Mais il y en a, ils vont me faire des petites, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas me traiter de sale arabe, mais ils vont faire genre, fucking terrorist. Genre, en passant comme ça à côté, je vais rigoler. C'est un peu drôle. Mais bon, voilà, donc une carte tout à fait désastreuse, avec un main event inexistant. Les gens disent que c'est peut-être la pire carte de l'Apex, donc automatiquement la pire de l'UFC. Pourtant, l'Apex à l'époque 2020, c'était. L'Apex pendant Prime Covid, c'était quelque chose. Hein. Voilà. C'était une carte vraiment. Mais bon, tout de suite, vous n'allez pas voir ma gueule, vous inquiétez pas, mais cette fois, vous allez la voir live. On était au Samouraï MMA. À chaque fois, je dis je suis tout seul. On était au Samouraï MMA 15. Une carte qui a eu pas mal de pull-out, mais avec pas mal de restructuration. C'était arrivé 6 combats. J'arrive pas à parler français, c'était arrivé 6 combats. On a eu le droit à 6 combats. Du niveau régional, un peu plus haut niveau. Ça a ramené des mecs avec beaucoup d'expérience. Je vous envoie ça tout de suite, les images. Yes, j'espère que vous avez aimé ça. On a fait Crary le reporter. Crary, on était sur place. Crary, on était envoyé spécial d'une grande chaîne de télévision de MMA. Non, vraiment, c'est Énergie 12 qui m'envoie. Énergie 12, je sais pas, c'est l'équivalent je sais pas, Québec, je regarde pas la télé Québec. Anyway, c'était, merci pour... on a passé un bon moment malgré tout, parce que le casino, c'était très fermé, c'était très nice. C'était un cinéma, clairement. Et puis voilà. Cette semaine, on a le droit à quoi cette semaine? Cette semaine, on a le droit au retour de Monsieur Merab Dvalishvili. Ouais, je le prononce bien, je vous ai dit, je suis un crackhead. Face à Sean O'Malley. L'affiche en elle-même, wouh, wouh. On connaît Sean O'Malley, on connaît Merab, on connaît le haut niveau. C'est le championnat Bantamweight, a.k.a. la catégorie la plus difficile du sport. Je le dis, je pèse mes mots. En 135, il y en a sur Terre, c'est des assassins. Et ils reniflent même pas l'odeur du DocuSign. Ils savent même pas le contrat à quoi il ressemble de l'UFC. Ils en verront jamais une miette. Et ces deux-là, c'est les meilleurs de cette catégorie. Pourtant, le main event ne me hype pas du tout. Je vous explique pourquoi. Juste après. On a aussi Juliana Peña face à Kayla Harrison pour la ceinture bantamweight chez les femmes. Oui, c'est la catégorie la plus faible féminine de l'UFC. Oui, c'est peut-être la catégorie la plus faible tout court de l'UFC. Mais j'aime bien le combat parce que Kayla Harrison, tu connais, hein, a.k.a. Robocop, elle a plus d'abdos que Schwarzenegger Prime. J'imagine même pas à quoi il ressemble son test sanguin. Qui affronte Juliana Peña, qui depuis avoir scoré son upset face à Amanda Nunes, elle cachine vraiment, elle est là, elle tourne autour de la belt. Elle tourne autour de la belt. Elle la perd, elle la regagne, elle retente. Voilà, vraiment, c'est comme pour mes amateurs de foot, c'est comme Benjamin Pavard après avoir mis son missile face à l'Argentine en Coupe du Monde. Depuis, il est là, il est présent, il a du clout, il a de la hype, il a sécurisé. Voilà. Après, l'exploit, en vrai de vrai, il est fou. Hein. Amanda Nunes, elle lui a fait quand même, elle l'a détruit. Donc ouais, on a une carte un peu... je vais pas vous mentir, la carte, elle est un peu fatiguée, mais c'est pas vraiment de leur faute. Bon, je vais pas vous mentir, il y a eu 5 pull-outs. Déjà, on a manqué le GOAT des mêmes, Shamil Gaziev ne sera pas présent sur cette carte. Je suis désolé il y en a certains à qui j'apprends la nouvelle. Voilà, Shamil Gaziev est le roi du Big Mac. Voilà, je sais pas, les gens sur Internet, surtout sur Instagram, il y a tout un culte autour de ce bug. C'est marrant. Alors, franchement, c'est gaulerie, mais bon, voilà quoi. On a aussi le banger, vraiment le combat, le missile entre Chaos Williams et Uros Medic qui est annulé parce que le Serbe a pull out. Johnny Walker qui devait être présent sur cette carte face à Azamat Murzakanov. Déjà, le mec s'appelle Azamat. Vous connaissez la story. J'ai jamais vu un mec qui s'appelle comme ça qui sait pas se battre. Et ben ça se fera pas. Désolé de vous hyper pour rien. À la place, on a. Bon, on va commencer. Je vais pas vous mentir. Moi, j'ai vu un drapeau en particulier sur cette carte. Oui, vous connaissez ce Only Hands, on est là, on est des... À chaque fois, je dis on. Only Hands, artiste engagé. Artiste. Yann Alashmouz, représentant israélien. Je fais une pause, comme ça, vous... Voilà. Qui affronte le très dangereux Kylian Salkid. Bon, peut-être que c'est l'opposé de bon gamin Cyril Gann. Salkid. Mais, pas vous mentir, il fait du sale, en fait. Il est très bon. Il est arrivé au Contender Series à 6-1. Il a fait une décision de qualité face à un mec qui était rude, qui était solide, qui était
rudimentaire, qui était rigide. J'ai pas d'autres j'ai pas d'autres synonymes de mec du bâtiment. Et ensuite, il est revenu pour une carte en Australie, et qui est juste à côté de chez lui, le Néo-Zélandais, qui a exterminé Monsieur Do not redeem the card, Monsieur Ansul Joubli, l'Indien qui s'est mangé un crochet du droit en 19 secondes. On se rappelle tous, après avoir déclaré I can knock out Khabib whenever I want. Oh, I can submit him even. First round, I wait a bit, I time him, second round, I win. XPTDR face à un Néo-Zélandais sous mulet, tu n'as pas tenu le temps d'une pause YouTube. Voilà. Rassurez-vous, il n'y aura pas de pub YouTube. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? C'est l'assistant de prod. Il est présent, il tourne autour. Vraiment, c'est l'agent de sécurité. C'est mon bodyguard, le chat. Je dis, vous voyez ça? Shout out à tous mes auditeurs Spotify. Vous êtes là, vous êtes en train de conduire à cause de moi. Vous êtes là, vous faites des coups de volant un peu, tellement vous rigolez. Merde, j'ai oublié de mettre mon clignotant. Le mec derrière, il est en train de m'insulter. Faites attention à vous. Et si vous êtes des blocages, vous prenez le métro comme moi, bah, faites attention à vous quand même. Je parle fort, mais check autour de toi, tu sais pas, il y a un SDF bizarre. Après ça, on a Ju Sang-yo. Désolé, mais 8-0, Ju Sang-yo, c'est un Coréen. Voilà, il y a un Coréen, il va se taper. Un mec qui a été signé par le Looking for a Fight après être s'est battu chez Korean Zombie. Je sais pas, mais j'aime bien ce combat. Quand je vois Coréen face à Indonésien, sachant que l'Indonésien, J.K. Saragi, lui aussi, hein, il est dans la mentale. Je meurs pour les 3 lettres. Parce que Indonésie, les frères, enfin, réalisez quand même. Indonésie, s'il prend 50 000 de bonus, ce qu'il a fait, il change la vie de son village. Et bon, il revient après avoir. Putain, il a perdu, bah justement, face à l'Indien. Il a perdu le deuxième round. Bon, bah ça, c'est un peu chaud. Puis il est revenu face à Lucas Alexander. Il était ultra underdog et il a tabassé le Brésilien. Il lui a mis une patate tellement puissante en sortie de clinch. Le poteau a fait 2 tours sur lui-même, Tarbucks Bunny Prime. Et après ça, il a perdu face au très frauduleux Westin Wilson. Anyway, on a un combat avec un Coréen énervé qui a faim, qui a 8-0. Et il a quel âge? 31 ans, putain, qui a pas le time parce qu'il vient de faire finir son service militaire. Face à un Indonésien qui va plus potentiellement jouer son contrat, a.k.a. jouer ses grosses primes. Je vais pas vous mentir, ça va être du spectacle. Maintenant, pourquoi ce combat, il est dans le New Jersey? Je sais pas, mais c'est comme quand à l'UFC 315, on a eu le droit à l'Australien ou au Nouveau-Zélandais Sterling face au Croate Ivan Erslan. Est-ce que je pose des questions? Non, c'était des light heavyweight, ils sont déchirés dessus. 10 sur 10, j'aime bien. Après ça, on a le retour flyweight féminin. Vous pouvez. Tous les mecs qui parlent mal du MMA féminin, c'est quoi? Skipper 2 minutes. Mieux que. Ouais, Zach, t'es moi aussi, regarde les combats dont tu parles. Frère, Wang Kong, désolé, hein, mais elle est arrivée à l'UFC, elle a fait une petite feinte. L'autre, elle est tombée sec comme ça, frère. C'est pas normal. Oui, c'était un match-up, c'était un setup. On voulait vraiment lui donner une victoire parce que la meuf en face, mes respects à Victoria Leonardo, mais elle est nulle sa mère pour le niveau UFC. C'est marrant de dire mes respects avant de tailler quelqu'un et toute sa profession, ainsi que la passion pour laquelle il bosse depuis 15 ans. Kong Wang qui revient après s'être mangé un KO. Surprise, non même pas, pardon, un drop, elle ose de manger un KO, puis s'est fait étrangler chez elle à Shanghai. C'était rude. Voilà, face à Gabriela Fernandez. D'ailleurs, cette interview, elle était elle m'a pris au cœur. Vraiment, la meuf, elle était. Sa vie, elle changeait. Et elle revient face à Ariane Lipski da Silva. Bon, si je dis Ariane Lipski, normalement, il y a tous les. Vous voyez, je parlais mal du MMA féminin. Mais là, vous la connaissez, elle. Vous savez pourquoi? Bah, parce qu'elle est fraîche, très clairement. On va pas. Elle se bat bien. Non, tu sais, ça va, tu vois. Mais les gens la connaissent pour ça. Voilà. C'est même pas une meuf OnlyFans, je sais pas quoi. Non, non, juste elle est. Voilà, quoi, elle est fraîche. Et bah, elle est fraîche, mais elle est à 17-10. Et à l'UFC, c'est 6-7 sur 2 défaites d'affilée. Bon, ces 2 défaites, c'est face à Karine Silva et Jasmine Jasudavicius, a.k.a. 2 des plus gros prospects de la catégorie, 2 meufs très solides. Et bah du coup, ça lui donne la chinoise Kong Wang qu'on essaie de faire remonter parce que Dana White, il a compris qu'il y a un billet à faire avec les 1 milliard là, hein, qui se connectent sur WeChat pour parler de l'UFC, je sais pas quoi là. Il y a des yens à faire. Non, c'est pas des yens, je sais plus c'est quoi. Il y a des. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la mentale Mao Zedong. Il faut le rentabiliser, le Performance Institute là-bas qui fait la taille du zoo de Paris. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il veut faire des stars chinoises. Weili Zhang, c'est bien, mais Weili Zhang, c'est pas assez. La dernière fois qu'il y a eu plusieurs Chinois sur une carte, ça a fini en 0-4. Donc, force à Kong Wang. En tout cas, parlons du combat, ça va être un combat de striking plutôt engagé, je pense, parce que Kong Wang, quand même, ok, physiquement, c'est un animal. Et c'est aussi
Fun fact, c'est une des seules meufs qui a réussi à battre Valentina Shevchenko en Muay Thai. Voilà, donc cette info, quand elle est arrivée à l'UFC, et putain, ils l'ont distribuée à partout, cette info, vraiment extra, extra, rien qui donnait des journaux sur sa gueule. Après ça, on a Chaos Williams, du coup, qui a trouvé un remplaçant. Et ça fait plaisir, parce que ce remplaçant, c'est le très suspect, très American History X, Andreas Gustafsson. Pourquoi je dis ça? Pardon, pas les vidéastes, mais les abonnés YouTube verront sa tête. Si je peux me permettre, vous voyez ça le soir dans le métro, vous reculez, ou alors vous vous dites putain, je savais pas que les hooligans de Malmö en Suède étaient in town. Disons que le frère est voilà quoi, he's about it. Donc non seulement il a une dégaine de Viking Prime, t'as The Northman, en plus dans la cage c'est wouhou. Il est pas là pour rigoler. Disons que c'est le seul qui arrive à te tabasser ta race dans le clinch. Mais pas dans le clinch Muay Thai avec un peu d'espace. Non, non, il te colle et il te frappe en même temps. J'ai pas vu ça depuis. J'ai pas vu ça. Il a tabassé le Canadien Pat Pitlick au Contender Series. Vraiment, je vais pas vous mentir, quand tu arrives devant Dana White et que tu fractures le crâne de quelqu'un devant lui, en général, le DocuSign, il arrive. Et avec un petit pécule supplémentaire. Et en face de lui, on a Chaos Williams qui porte très bien son nom. Chaos avec un K, hein, peut-être on est dans Mortal Kombat, je sais pas. 15-4, aka The Ox Fighter, je sais pas ça veut dire quoi. Tout ce que je sais de Ox, c'est le Oxtail, shout-out les Jamaïcains, ça a l'air bon sa mère ce plat. Il est à 6-3 à l'UFC. Sur ses 6 victoires, c'est 4 KO, 2 décisions. Et les décisions, c'est face à des mecs très très rudes et très solides comme le robuste Matthew Semmelsberger et le péruvien Rolando Bedoya. Le genre de mec qui peut se manger un coup de batte pleine mâchoire et qui va quand même rigoler avec toi. Haha, frappe plus fort. Et bah, il y en a qui ont frappé plus fort parce que face à Gabriel Bonfim, il s'est mangé non seulement une masterclass debout, mais en plus une masterclass au sol. En 2 rounds, il s'est fait étrangler. Il sort d'une défaite par Darce Choke. Après, si je peux me permettre, les seuls mecs qui l'ont battu, Chaos Williams, c'est Michel Pereira sous welterweight. Pas vous mentir que le mec, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment il arrive à faire 77 kilos. Ce bâtard, il fait 1m90. Randy Brown, le très technicien jamaïcain de New York. Et Gabriel Bonfim, a.k.a. l'un des plus gros prospects brésiliens actuels à l'UFC. Rien à dire. Et avant ça, c'était KO sur Carlston Harris, KO sur Miguel Barreza et destruction sur Abdulrazak Al-Hassan. Ainsi qu'un KO en short notice face au vétéran Alex Morono. Donc, je vais pas vous mentir, un mec à 6-3 face à un mec pour son premier combat UFC, en général, on se dit, en plus, short notice, Gustafsson, il devait se battre la semaine dernière. Chaos Williams a perdu son adversaire, Gustafsson a perdu son adversaire. Donc, tu connais, ils se sont arrangés. Ils ont signé un autre mec pour affronter Chaos Williams. Et finalement, ce mec-là n'a pas eu le temps de faire ses médicaux, je sais pas quoi. Heureusement, parce que ce mec est une fraude. Dédicace à tous mes Arméniens solides, on est ensemble. Mais votre gars, là, Albert Avedian, je sais pas quoi, il pue sa mère. Il a pas le niveau UFC. Peut-être plus tard, mais il pue sa mère. On a le droit à Leonidas Gustafsson. Vraiment, c'est le. Tu passes devant le McDo. On peut pas y aller, on a à manger à la maison. Sauf que tu savais pas qu'à la maison, ma maman avait préparé un banger. Voilà, donc voilà. Oui, j'ai comparé Chaos Williams et Andreas Gustafsson à un couscous prime sous fruits de mer. Après ça, on a, bon, heavyweight top 15. Bon. Je vais pas vous mentir. Heavyweight. A.k.a. la catégorie la plus faible de l'UFC. C'est marrant en plus, parce que c'est une qui a le plus de spectacles. Sauf quand il n'y a pas de spectacle. C'est soit un highlight de fou malade, soit une snooze fest, un ronflement, un... Et ben là, je vais pas vous mentir que Sergei Spivak, il a pas une bonne répute. Parce que le mec, son highlight, c'est de se faire découper devant des mecs du 93 à l'UFC Paris. Et il affronte le très light skin Waldo Cortés Acosta, a.k.a. Salsa Boy. Bon, s'appelait Salsa Boy. Je vais pas vous mentir, je sais pas, le mec, c'est quoi? C'est un mec, il fait du striptease. Pourquoi Salsa Boy? Non, je rigole, il a une excuse, il est dominicain. Au moins, tu connais. Tac, 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 il est dans la. Bah, il est littéralement dans la salsa. C'est 6-1 à l'UFC. Il arrive au Contender Series. Il tabasse le très fraudulax champion de la RSFC. Shout-out, en plus, vous voulez une petite anecdote? Ouais. Vous voulez pas l'anecdote? Coupez une minute. Il a affronté Danilo Suzar. Danilo Suzar qui avait gagné sa ceinture à Paris, à l'Ares 3. Et j'étais présent. Et sachez-le, si vous allez à un événement de MMA et qu'il y a deux combattants, on va dire, si vous avez une relativement grande promotion et qu'il y a deux combattants étrangers, c'est pas des locaux,
Je peux pas vous mentir, je me suis tapé une barre. Le combat était nul sa mère. 5 rounds de heavyweight, de câlin, de grappling, plus sa mère. Mais je me suis tapé une barre à aller sur Google Traduction, taper en portugais des instructions et les répéter, essayer de les lire phonétiquement et les répéter et les crier comme ça. En plus, j'étais bien cité, j'étais pas trop loin de la cage. C'est-à-dire, j'étais là, vamos à la cabeza. C'était trop marrant. Je vais pas vous mentir. Il y avait 5 mecs qui se retournaient en mode, peut-être ils se pensaient que j'étais son pote qui était venu de Sao Paulo. Non, non, je m'en bats les couilles de lui. Mais franchement, putain, qu'est-ce que c'était drôle. Donc voilà, après avoir affronté cette fraude, il a fait 2 victoires face à Jared Vanderaa chez Surman. Shout out, c'est des vétérans. Shout out, ils sont partis de l'UFC depuis. Ensuite, il a perdu face au Fraudulax Marcos Rogero de Lima. Ensuite, c'est KO face à Britsky. Le chicken dance, hein, vraiment, on vous met un extrait ici. C'était rapide, il a shaké. Vraiment, il bougeait prime tectonique. Le book, il a de la force. Par contre, Cortez Acosta, je vais pas vous mentir, ok, c'est top 15, c'est pas Kali, mais le book frappe fort. Après ça, il a battu Andrei Arlovski. Bon, bah, tu connais, hein, Arlovski, son sparring payé à 800 000 $. Robelis d'Espagne, le très, 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 très surcoté Robelis d'Espagne. Mais si, vous savez, ce grand Cubain qui faisait 6p8, 2m5, tout le monde a dit c'est le Ngannou latino. Et bah, il est vite retourné vendre des tacos, ce bâtard. Et Ryan Spann, qui s'est fait détruire pour son entrée en heavyweight. Il mérite sa place de top 15, clairement. Waldo Cortés Acosta. D'ailleurs, franchement, il aurait dû être top 15 avant, parce qu'il y a un mec qui est 15e qui a littéralement un combat à l'UFC. Sergei Spivak en face de lui, c'est top 10. Je vais pas dire c'est sur une bonne montée, parce que voilà quoi, depuis ces 3 victoires qui l'ont donné un main event face à Cyril Gane à Paris, voilà quoi, il s'est fait exterminer face à Cyril Gane, une performance où il a pas rien pu faire du tout, où Cyril Gane a pu montrer que le judo à la française lave tout le monde. Ensuite, c'est victoire par clé de bras face à Marcin Tibura dans un des main events les plus. Voilà quoi, de l'UFC. Putain, il a pris Performance of the Night. Mais c'était quoi cette carte de merde? Si, un armbar en heavyweight, c'est Performance of the Night. Il y a eu quoi d'autre? Oui, c'est quoi? Il y a eu que des décisions. Il y a eu que des décisions et 2 soumissions. J'espère Youssef Zalal, il a eu un putain de merde. Il n'y a pas eu un KO. Oh putain! Eh, l'UFC, c'est vraiment plus que c'était. Hein. C'est chaud. Hein. 3 soumissions, 0 KO, 1-1 sur 10 combats. Et après ça, il a affronté le très talentueux et un des seuls dans heavyweight qui a un peu du peps, qui donne un peu qu'on a envie de regarder, Jaliton Almeida, qui lui a niqué sa mère en janvier sur la carte de Makhachev. Ouais, Zach, comment ça va se passer? Comment t'as un pronostic? Je m'en bats les couilles! Eh, c'est bon, je vais pas vous mentir. Cortez Acosta, sûrement, il va gagner. J'en ai rien à foutre. Excusez-moi, mais mettre ça en Hamdoullah, c'est pas en main card. Dieu merci. Voilà, même eux, ils savent. Même eux, ils savent que il y a des gens, ils vont allumer ESPN. Ils pensaient qu'il y avait les finales de NBA. Et... bah non, en fait, désolé, l'UFC, ils vont laisser comme ça en bruit de fond pendant qu'ils cuisinent. Je serai un de ces gars. D'ailleurs, Only Hand Cooking, ça arrive bientôt. Après ça, on a du coup Azamat, hein, le gros Azamat Murzakanov. Lui aussi, un 14-0. Waouh! En light heavyweight. En général, il y a des mecs qui arrivent à 9-0, ils ont un title shot. Hein. Shout out Volcanos Demir en 3 victoires qui a pu goûter à la violence de Daniel Cormier. Oh putain de merde. Ah ouais, quand même. Hein. Depuis son arrivée à l'UFC, c'est un KO Contender Series, un flying knee, un ground and pound désastreux sur un taulier de la KT, une décision sur Justin Jacoby. Bon, voilà, lui, c'est pas fait finir. Je vous ai dit, Jacoby, il était sous-côté. Je vous ai dit, hein, faut rewind au début de l'épisode. T'as capté? On est comme ça. On fait des. Tu connais, il y a des fils conducteurs. Et après, face à Alonso Menifield, il a tabassé. Performance of the Night, KO dans le 2e round pour une performance ultra puissante. Il revient, on l'a pas eu depuis août. Il revient face à, bon, pas vous mentir, il devait revenir face à Johnny Walker. Pull out, on lui a donné un autre Brésilien à la défense suspecte. Brenson Ribeiro. Respectueusement, je vais pas parler mal parce qu'il a la même tête que, on dirait un Brésilien, on dirait mon poteau jordanien Sanad en brésilien. Donc je vais pas parler mal. Mais voilà, disons que c'est ce qu'on appelle un glass cannon dans le milieu. Un canon de verre. C'est-à-dire que, ok, il frappe très fort, mais il va frapper tellement fort qu'il va se niquer lui-même. Il rentre à l'UFC, il prend le très dangereux Ming Yang Zhang. Vous savez, tous les mêmes là. Où ce chinois, on traduit son discours, à Skip, il dit le N-word. C'est très drôle. Mais Ming Yang Zhang, qui le tabasse, suivi de Magomed Gadzi je suis un arabe normalement, je dois savoir dire. Magomed Gadzi Yasulov, un nom long comme ça pour un combat bien fatigué. Puis ensuite, il bat le Fraudulax canadien. Ouais, je sais, c'est un Canadien supporté
on supporte les locaux. Non, je m'en bats les couilles. Caio Machado pue la merde. Voilà, il pue la merde. Et il s'est mangé une split décision face à Branson Ribeiro et il a battu Diray Nugochai. Ça, c'est impressionnant par contre parce que cet Ouzbek est quand même très chaud. Kazakh, pardon. Ce Kazakh est très solide. Il est arrivé à 10-0 et il l'a mis une clé de bras. Il revient en mars. Bah ok, bah c'est vrai qu'après une performance face à ce Kazakh dangereux, ce bon prospect, il mérite potentiellement un top 15. Hein. Vous savez, les light heavyweight, franchement, c'est tellement rien les light heavyweight. Il y a moyen, je suis top 100. Mais bon, Azamat Moursakhanov qui va lui faire un boulot. Voilà, c'est un peu Magomed Ankalaev en plus petit, plus rapide et qui frappe un peu moins fort. Après ça, on a un prélim. Ça, par contre, je vais pas vous mentir, c'est un banger. Le combat Bruno Silva, Joshua Van. Moi, je vais pas vous mentir, dès qu'il y a un mec qui rentre à l'UFC et qui est plus jeune que moi, c'est un 2001. C'est un 2001. Il est à l'UFC, il a 23 ans. C'est le premier de son pays. Shout out le Myanmar, la Birmanie. On est ensemble. En plus, c'est chaud là-bas. C'est tellement la guerre, ils se tirent dessus avec des armes imprimées en 3D. Waouh! Joshua Van, The Fearless, il porte bien son nom parce qu'il est arrivé à l'UFC. Il est déjà à 6-1! Il a 23 ans! Il a 23 ans, bro! 6-1! Sa seule défaite, c'est le mulet de la mort, Charles Johnson. Et lui, il aime trop affronter des dangereux et les fumer. Putain, split décision, Zalgaz Zumagulov. Ce Kazakh qui a fait la coupe à Paddy Pimblett pour espérer gagner. Ça n'a pas marché. Décision face à Kevin Borjas, lui aussi solide. KO face à Felipe Bugnez. Lui, par contre, il pue la merde. Je vais pas vous mentir, je crois même qu'il est même plus à l'UFC. J'ai aucune idée. Hein, vraiment. Ouais, on va vérifier pour vérifier qu'on dit pas de la merde. Non, bon, il est encore à l'UFC. Il a regagné un combat depuis. Force à lui, je retire ce que j'ai dit. Il prend sa KO face à Charles Johnson. Et ce boug, ce putain de mec de 23 ans, Joshua Van, c'est tellement dangereux, c'est tellement un chaud de la tête. Il s'est mangé un KO le 13 juillet. Il rentre dans la cage le 14 septembre. Comptez, ça fait combien de mois maintenant? Juillet, septembre. Presque jour pour jour. Et le KO qui s'est mangé, hein. Wouh! Il est tombé, pa! Grosse patate, pa! Gros ground and pound avec, hein. Et ça, c'était après 2 rounds de guerre. Hein. Il est revenu, on lui a dit, ouais, il y a un plan, il y a l'UFC qui vont à la sphère, tout ça, machin. Tu connais, Mexican Independence Day, force aux Mexicanos, mais malheureusement, on a perdu un gars, il y a un Mexicain qui se retrouve son adversaire. Il a raccroché, il a signé, il s'en bat les couilles. Et guess what? Il a gagné face à ce fucking membre de cartel qui est Edgar Chairez. Carrément, on avait fait des blagues sur lui à l'époque. Sur le podcast, je vous mets l'extrait tout de suite avec Adam. Yes, Cody Durden, qu'il a aussi vaincu. Cody Durden, très solide, grosse lutte. Et il vient de battre en mars Rei Tsuruya, un des nouveaux prospects de la vague japonaise. Bon, tout ce glazing, tout ce sauçage. Mais qui l'affronte, ce Joshua Van? Il est quoi? Il est top 15 flyweight? Je sais pas. Franchement, les flyweight, hein, je vais pas mentir, avant c'était une catégorie vraiment désastreuse. C'était Demetrius Johnson et les autres. On s'intéressait même pas au reste. Que maintenant, putain de merde, waouh, l'antre des loups. Et il affronte Bruno Silva. Bruno Silva, Bulldog Bruno Silva. Fun fact, c'est même pas. Le mec, il a tellement un blase commun au Brésil qu'il y avait un autre Bruno Silva à l'UFC. On l'a vu, il était à Montréal, il s'est mangé un KO, il est sorti sur civière. C'est pas lui, c'est le flyweight. C'est pas le mec que Marc-André Barrios a exterminé. D'ailleurs, shout out. Hein. Putain, quelle performance. Lui, il était sur 3 victoires, 3 KO. Non, 4 victoires, 4 KO d'affilée à l'UFC. JP Buys, le mec au menton, bon, je vais pas vous mentir, mais moi je lui mets une claque, il tombe. Victor Rodriguez qui l'a battu. Tyson Nam, le mec, il a des années d'expérience. Il a fait toute la scène régionale et il l'a éteint au 2e round. Cody Durden, une fois. Putain, miskin. Lui, Cody Durden, il va grave avoir le seum dans ce combat. Et il a perdu face à Manel Capé qui avait posé sa performance ultime. Le mec il s'est fait style on, il s'est fait malaxer pendant 3 rounds et il a fini sur un coup de pied dans les couilles, KO. Je ne vais pas vous mentir, Bruno Silva, il est venu. Là, ça lui a donné sa chance au top 10. Il a perdu et en plus, il s'est fait humilier et en plus, il s'est fait voler. Pas vous mentir, c'est le genre de combat où frère, il se faisait tellement dégommer que tout le monde a oublié que le KO a que la séquence du KO a débuté par un coup dans les couilles. Tout le monde a oublié. Mais voilà, quoi, le mec, il est venu pour. Je pense qu'il est venu pour tabasser, hein, parce qu'il a un petit jeune en face de lui, un petit jeune très bouillant. Ça va être un combat à suivre explicitement. Je sais même pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Après ça, on a, je crois. Ah ouais, on a la carte pay-per-view. Alors, la partie pay-per-view, ok. L'UFC, ils nous ont habitués. Bon, on l'a pas récemment, parce que le 315, il était fatigué, sa mère. Mais on était là quand même, on a kiffé et le combat était qualité. Force. Le billet était à 600 balles et le jour de l'événement, il est passé à 300 balles. Sachez-le, on s'est fait scammer.
Et là, je peux dire on parce que j'étais pas tout seul. Shout out Adam, on va mettre une vidéo de nous et les Lens ici. Ouais, je m'ambiançais parce que Manon Fiorot est rentré sur Rof. Le premier combat de la carte de la main card. On a le droit à Big Mouth. Un des seuls mecs dans le MMA qui ouvre sa gueule plus que moi. Sauf que lui, bah, il combat. C'est pas un fragilos comme moi. Avoir des fractures et des blessures H38. Kevin Holland qui revient face à Vicente Luque. Vicente Luque, on ne le présente plus. C'est le genre de Brésilien qui est là pour tuer. Ce mec-là, tu le mets en moins 500 avant Jésus-Christ, il serait dans l'arène, sous gladiateur. Même si Jules César aurait fait comme ça, il aurait dit non. Bon, j'ai dit comme ça pour les auditeurs Spotify, j'ai fait un pouce vers le haut. Putain, je nique le flow de mes blagues. Même si Jules César fait un pouce vers le haut, il l'aurait exécutax par plus plaisir. Vicente Luque, c'est ce genre de mec. Il rentre, il baisse sa garde, il dit Bismillah, il envoie son crochet gauche, ça touche, tu tombes, ça touche pas, tu tombes quand même et tu te fais étrangler. Et un anaconda, vraiment, putain, je pense que c'est à cause de lui que Nicki Minaj a fait son hit à l'époque. Face à Kevin Holland, sauf que c'est en welterweight, et Kevin Holland en welterweight, bah, c'est pas le même boug en fait. Il est quand même très, 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 très bon. Et il prend ça très, 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 très au sérieux. Depuis la débâcle, la performance un peu honteuse qu'il avait posée face à Steven Thompson, où il affrontait l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC, et il s'est dit nique sa mère, je suis un bonhomme, je vais pas au sol, j'ai des couilles. Bah, ça finit en no mass, je ne peux plus continuer à la fin du 4e round. Mais bon, respect, il a sécurisé son Fight of the Night et je pense un contrat faramineux. Parce que bon, faut le dire, hein, Kevin Holland, c'est devenu le nouveau Cowboy Cerrone. Tu l'appelles, il est là. Tu l'appelles pas, il est là quand même. Un plafond chelou, un combat bizarre, un adversaire relou, il est là. Et en plus, il va poser un combat bon, un combat divertissant. Parce que juste après ça, bah, il a fait 2 victoires, un KO expéditif, un KO pas expéditif, mais explosif face à Santiago Ponzinibbio. Bon, Ponzinibbio, merci pour les guerres, tout ça machin, mais c'est le garage. Et un Dark Choke face à Michael Chiesa qui visiblement en 20 ans de carrière n'a jamais appris à arrêter un Dark Choke. Wesh, tout le monde lui a mis. Wesh, les deux. Vous voulez une stat désastreuse? Vicente Luque et Kevin Holland qui vont s'affronter ce samedi. Les deux, ils ont battu Michael Chiesa. Les deux, ils l'ont battu dans le premier round. Et les deux, ils l'ont battu par Dark Choke. Wesh, quand même. Carrément, je suis obligé de mettre l'extrait. Vous voyez, c'est fou. C'est fou. Ça veut dire ils vont rentrer dans la cage, ils vont se checker, ils vont dire t'as des nouvelles de Michael, ce bolos là, ils ont un hops en commun. Michael Kessé va être dans l'arène, il va aller chercher 2 canettes. Ah putain de merde. Et après ces belles performances, là je remonte putain 2023. Depuis 2023 il a combattu genre 8 fois le boug. Après ça il a perdu sur un split face à Jack Della Maddalena pour une bonne guerre et une décision pour le premier combat à l'UFC de Michael Venom Page. Il est revenu, il a dit ah ouais, vous pensez que je suis plus haut niveau? Vous pensez que je suis plus là? Tiens, un prospect un peu relou, un polonais énervé. Armbar, je lui casse le bras, il a même pas besoin de taper. Arrête ça, l'arbitre, arrête ça. Bon, après, si je peux me permettre, Michal Oledichuk l'avait drop, était sur le point de le finir, il s'est fait attraper sur une clé de bras. Respect à Kevin Holland, ça montre son niveau de jiu-jitsu. Le mec il a tellement une black belt. Sa black belt est tellement solide que instinctivement il a réussi à sortir un Jujigatame de je sais pas où et lui casser l'avant-bras jusqu'à que le mec puisse dire non, j'ai pas tapé, et l'arbitre lui dit bah chef, tu vois pas, il y a des morceaux de cartilage et d'os qui sont en train de flotter là, ton bras il fait floppy, on dirait une spaghetti mal cuite. À quoi tu joues, mon ref? Suite à ça, il est revenu pour remplacer quelqu'un face à Roman Dolidze. Ça a fini en côte pétée, il pouvait pas combattre. J'ai même pas regardé ce combat, je crois que j'étais pris ce soir-là. Rainer Derrider, qui a fait son début face à lui en janvier sur la carte de Makhachev. Bon, je peux pas mentir, Derrider, hein. Oui, mec du One FC, Escape, c'est une fraude. Étranglement premier round. Kevin Nolan, il est venu, il a dit, bon, bah, il était meilleur, that's it. Et puis, Gunnar Nelson, qu'est-ce que tu fais, petit chat, putain, barre-toi. Enfin, barre-toi, je suis gentil, hein. La SPCA, la SPA, Pita, tout ça, me tombez pas dessus. Je ne maltraite pas mon chat. Kevin Holland qui est revenu ensuite face à Gunnar Nelson. Putain, je me dis, ça doit être un problème de suivre ce podcast là. Vous voyez le niveau de ADHD quand même qu'on a dans la tête. C'est pas grave, on reste des craquettes. Gunnar Nelson qui a réussi à vaincre à l'UFC London. C'était en mars. C'était Performance of the Night. Ah bon, il l'a drop plusieurs fois, mais bon, putain, il y a vraiment eu. Je pensais qu'il y avait des meilleurs. Montre pas ton cul à la caméra, Piotr, quand même. Un peu de
Un peu de heshma, un peu de pudeur. Voilà, donc on a hâte de voir ce banger. Si vous êtes là à 22h précis, vous pouvez éviter tous les autres combats, sauf peut-être Joshua Van et Bruno Silva, ça c'est un banger. Mais à 22h10, faut être devant sa télé. Parce que Vicente Luque, Kevin Holland, disons que y en a un qui va avoir ses chicots sur la belle toile de l'UFC. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, ça va finir en tête qui rebondit par terre. Ou alors mec qui convulse parce qu'il n'y a pas assez de sang qui est remonté à son cerveau dû à un étranglement. Suite à ça, on a, bon, ça, c'est un des débuts UFC les plus hypants que j'ai vu depuis un long moment. Ça fait partie de la chute du Bellator. Tous leurs champions réussissent à sortir de leur contrat, qui était avec le PFL ou whatever, et à enfin signer à la seule ligue qui a un minimum de profit. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, le MMA, c'est un business tellement chaud que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que l'UFC, peut-être les Polonais du KSW, et c'est tout, qu'ils arrivent à sortir un billet de cette affaire. Peut-être le Ares, parce que ces bâtards, ils payent mal. Disons que voilà, Mario Bautista face à Pachimix, c'est l'histoire d'un des plus gros what if de l'UFC, un mec qui a terrorisé sa catégorie au Bellator et sur la scène régionale. Pachimix, c'est qui? 20 victoires, une seule défaite. Vous avez vu, je fais même plus de blague carrément. Pachin No Love Mix, 20 victoires, une défaite, l'ultra grappleur. Sur ces 20 victoires, 13 victoires par soumission, 2 par KO, 9-1 au Bellator. Shout out Niska. Sa seule défaite, c'était face à l'ex-champion Juan Archuleta. Et c'était une version entre guillemets bêta. C'était il y a 5 ans. Le Boug avait 26 ans. Il se battait déjà pour une ceinture au Bellator. Et puis à l'époque, le Bellator, ok, c'est le Bellator, c'est entre guillemets la Ligue 2, c'est tout ce que vous voulez. Mais en bantamweight, il y avait des meurtriers. Et bah, ces meurtriers, il les a déchirés. Parce que voilà, Kyoji Horiguchi, a.k.a. un des meilleurs, le meilleur, allez, le meilleur japonais de l'histoire avec Yushin Kami peut-être. Ouais, clairement, on peut le dire. Kyoji Horiguchi, il a gagné. Magomed Magomedov, le blaze est marrant, je vais pas vous mentir, Magomed Magomedov, c'est quand même très très ultra cliché. Il l'a étranglé, voilà. Le mec, c'était un des seuls mecs à avoir battu Peter Yan. Il l'a étranglé, il l'a laissé vraiment inerte, comme dirait le collègue Pugila, inerte en attendant les brancardiers. Suite à ça, il se bat pour le Grand Prix Bellator. Grand Prix Bellator, d'ailleurs, il faudrait remettre les Grands Prix à l'UFC, si je peux me permettre. Parce que le tournoi du Bellator, avec 8 des mecs les plus dangereux sur Terre hors UFC, qui se battent pour $1 million et une bouteille de Le Chemin du Roi, le champagne à 50 cents, c'était quelque chose. Il a dit « Ah ouais, je suis en finale. Ah ouais, un gros chèque d'1 million. » Genou dans la bouche en 1 minute 20 face à Rafa Stott. Rafa Stott, pareil, c'était 19-1. Et sa seule défaite, le 1, c'était Merab. Pour vous dire. Suite à ça, il affronte le champion Sergio Pettis, ex-top 5 UFC. Rien n'est qui choke, deuxième round, ça dégage. On peut voir que c'est un mec qui a upgrade. Après ça, il a rebattu Magomed Magomedov sur Paname. Split décision, mais bon, split décision, je sais pas où, parce qu'il a dominé de A à Z. Il a compris que le Bellator, c'était en dessous de lui. Je vais pas vous mentir, autant il y a des gens, ils ont de l'ego mal placé, autant lui, j'ai hâte, mais j'ai hâte qu'il fasse vraiment un boulot à l'UFC. La preuve, ça lui donne un top 15 automatiquement dans la catégorie la plus dangereuse du sport, comme évoqué précédemment, les bantamweight. Et c'est pas n'importe quel top 15 que ça lui donne. Ça lui donne Mario Bautista, a.k.a. le plus gros ops des fans casuals de ce sport. Depuis que ce mec a fait que la win, il a tout donné pour battre, enfin tout donné. Il a fait le game plan ultime de coller contre la cage et niquer l'action. Pas face à n'importe qui, face à José Aldo. Putain de merde. Le mec, tu prends le peut-être top 5 des combattants préférés ever de ce sport, universellement, et tu ruines le combat, tu le tiens à la cage tellement fort que ça en demande à changer les règles. C'est devenu le hops du sport. C'est devenu l'homme à abattre. Le mec, ça a mis un hit en fait sur lui, ça a mis vraiment, hein, sa tête, elle est appris. Et aujourd'hui, l'agent 47, ça va être Pachimix. Dites-vous le boug, il a tellement traumatisé la communauté du MMA que il y a des mecs qui se battent sur la scène régionale, qui font des game plans compliqués de je tiens sur la cage, je nique le combat, j'essaie de fatiguer mon adversaire. Ça lui dit, t'es en train de Bautista Maxing. Tu nous fais une Bautista Salbatard. C'est une dinguerie. Pachimix, vraiment, il arrive, il a l'opportunité de skyrocket dans le cœur des fans de l'UFC. Pas vous mentir, je veux absolument que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Bautista, c'est quelqu'un à pas sous-estimer du tout. Le mec est très solide.
Depuis sa première défaite à l'UFC où il a affronté Cory Sandhagen en short notice, après c'était win, KO, il s'est mangé un KO face à Trevin Jones. Depuis, c'est win, 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 win. Win, 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 win. 7 victoires d'affilée en bantamweight, dont 1, 2, 3 finishes face à des mecs en plus plutôt solides. Des victoires face à Ricky Simon. José Aldo, je l'enlève. En vrai, non, en vrai, si t'enlèves José Aldo, c'est peut-être pas le meilleur. Les meilleurs. Mais bon, il gagne. Qu'est-ce que tu veux? Il gagne. Forcément, il monte. Pachimix l'étranglera avant le deuxième. Voilà, je pose mes mots. Même si il y a quand même le facteur psychologique qui joue. Là, je vais pas vous mentir, je vais pas faire de blague, je vais quand même essayer d'être plus sérieux. Quand tu arrives à l'UFC, c'est l'UFC. Et tu n'arrives pas à l'UFC comme un petit jeune qui monte dans le sport. Pachimix, c'est 31 ans. Là, il est là pour faire un run. On a quand même un échantillon de mecs qui arrivent à l'UFC, de grosses organisations maintenant. On a pu voir que le facteur psychologique, il est réel. Michael Chandler, quand il est rentré, il a dit fuck la tête, coup de pied dans la bouche, c'est fini. Après ça, on a eu récemment Rainer Derrider qui est venu qui est venu ex-double champion du One, qui a posé une performance très, voilà quoi, très, c'était pas très lisse face à Gerald Meerschaert. Mais respect à Gerald Meerschaert, hein, vraiment, c'est un de mes combattants préférés, un des tauliers, un des anciens de la catégorie. Vraiment, c'est l'ancien de la cité. Mais voilà quoi. Rainer Derrider, c'est censé être au-dessus. Et il l'a prouvé plus tard, notamment face à Kevin Holland et Bonical récemment. On a eu aussi Patricio Pitbull, a.k.a. le GOAT du Bellator. Très clairement, le mec, il a le plus de victoires, le plus de finish. C'était le premier mec à avoir tenté d'être triple champ. Triple champ dans une putain de merde, dans une grande organisation. Il est arrivé à l'UFC, ça lui a donné Yair Rodriguez, et le mec, il combattait pas du tout comme prévu. Il combattait pas du tout comme prévu. Je parle pas portugais, je suis pas dans son équipe, mais pas comme on avait l'habitude de le voir. Après, peut-être que c'est Yair Rodriguez. Moi, je suis un hater de ce mec. Je partais du principe qu'il allait battre. Visiblement, j'avais passé une mauvaise soirée ce jour-là. Et puis voilà, quoi. On peut voir que non, quand tu arrives du Bellator, faut avoir un mental très solide. Après, le mec, il a l'habitude de l'UFC un peu de l'intérieur parce que le mec, sa meuf, c'est littéralement Tatiana Suarez, a.k.a. celle qui vient de se battre pour la ceinture strawweight, a.k.a. la meilleure grappleuse, je pense, peut-être toute catégorie confondue féminine, hors Mackenzie Dern, de l'UFC. Frère, quand t'as un mec qui est un giga black belt et une meuf qui est littéralement au niveau olympique de lutte, et qui a après eu une giga black belt, j'imagine même pas leur famille à quoi ça va ressembler plus tard. Mais bon, c'est un banger. De toute façon, toute cette carte, c'est un banger, hein, je vais pas vous mentir. Mis à part, tous les misogynistes, les misogynes au fond, misogynistes, oula, les misogynes au fond, là, c'est bon, hein, c'est une ceinture UFC quand même qui va se jouer. Ok, c'est bantamweight féminin, ok, c'est Kayla Harrison, mais c'est bon quand même, ça va pas vous arracher la gueule de mettre Plague. Après ça, troisième combat de cette main card, pardon, avant les combats de titre, le retour de notre fat boy préféré, le président honoraire du syndicat des gros lards du MMA, monsieur Kevin Gastelum. Je le sais, j'ai ma carte. Kelvin Gastelum, 19-9, un des plus gros palmarès à l'UFC malgré son âge, parce que le mec, il a 33 ans, il a 13, 9 et 1 no contest à l'UFC. Vous vous rendez compte? 23 combats à l'UFC à 33 ans. Je suis pas sûr que quelqu'un a mieux que ça. Peut-être John Jones Prime. Voilà. Il revient après un passage en welterweight très, très, très compliqué où il s'est fait exterminer. En gros, le mec, il arrive en welterweight après une victoire extrêmement serrée face à un de mes gars préférés, Chris Curtis, ce poulet de boxe anglaise. C'était un combat, je vais pas vous mentir, je pensais que Chris Curtis avait gagné et qu'il s'était fait voler. Après, c'était tellement serré, voilà quoi, les opinions ça change, c'est le problème du scoring en MMA. Le mec il se dit bon, j'en ai marre. À l'époque, mon prime c'était en welterweight, je me la tuais, je me déchirais pour faire le poids, j'étais à ça de me battre pour le titre. C'est bon, je vais faire un run, machin. Sean Brady là, yeah, tu joues à quoi? Tu joues à quoi mon ref? C'est quoi, viens, je te mets par terre. Bodylock, takedown, bodylock, takedown, bodylock, takedown, Kimura, troisième round. On dirait je lâche un freestyle. Non, c'est pas un cypher, c'est pas une top line. Mais désolé, mais ce qu'il lui a fait, c'était pour trouver d'autres mots, il lui a fait du sexe. Hein. Vraiment, c'était le genre de performance que tu te dis, putain, les deux, ils sont en prison, il y en a un qui est traumatisé. Oh putain. J'espère que ma daronne ne regarde pas ce podcast. Et après ça, il est resté en welterweight, mais il a raté le poids de manière un peu honteuse. Enfin, non, je suis un fou, c'était un middleweight. Ah oui, c'est vrai, ça devait être en welterweight, mais ils l'ont monté en middleweight après qu'il a annoncé Chacal, ça va pas être possible. Hein, je vais pas vous mentir là.
le taux de masse adipeuse. Le nutritionniste, il a dit, oula, il y a une couille dans les graphiques là. Ça a monté son combat en welterweight, ça l'a monté en middleweight face à Daniel Rodriguez. Daniel Rodriguez, a.k.a. le Cholo ultime, le LA gangster ultime. Une fois de plus, hein, on avait vu précédemment Edgar Chairez, le membre de Cartel. Daniel Rodriguez, c'est, je vous montre sa tête. Vous voyez, ça c'est le genre de mec, en général, tu le vois dans un film policier, à tirer sur les forces de police de Los Angeles. C'est vrai. Oula, un gang des rues, comme dirait la population québécoise. Et il affronte Joe Pyfer. Oui, vous ne rêvez pas, ce combat a déjà existé. C'était pour l'UFC Mexico normalement. Et Joe Pyfer, on le rappelle, hein, c'est un des chouchous de Dana White depuis sa performance au Contender Series, où il a dit ils font quoi là, les 4 combats avant moi? Pourquoi ils puent tous la merde là? Moi je veux mon contrat, moi je. PAH KO. Tellement chaud que Dana White en a créé un hashtag. Be Joe Pyfer. Le mec a dit putain, c'est une dinguerie ce qui m'arrive. Il y a 3 semaines, j'étais SDF, j'avais pas de quoi manger. Et là maintenant, Dana White vient de nous lâcher un chèque de fou malade, under the table, non taxé. L'UFC a changé sa vie. C'est le genre de mec qui est prêt à mourir pour les 3 lettres. Mais, vous allez voir plus tard, bah, peut-être pas pour les 3 lettres, peut-être, mais pas pour les toilettes. Oh putain, la blague est tellement mauvaise, Jules. Ok. Il arrive à l'UFC. Il extermine KO premier round Alen Amedowski, qui était sur sa sortie à l'UFC. Bon, bah, tu connais, un mec du Contender Series. Il affronte un mec en fin de contrat. Voilà, quoi, ça c'est pas fini pour le Macédonien. Il extermine ensuite le taulier Gérard Merchart. C'est là où les gens ils se sont dit ah ouais, quand même. Non, parce que Gérard Merchant, le dernier mec à l'avoir KO éteint, c'était Khamzat Chimaev. Hein. Sinon, après, c'était difficile de le sortir de cette cage. Il l'a d'ailleurs rematch en grappling un mois plus tard. What the fuck? Oui, c'est vraiment un bon gars, GM3, la vérité. Gérard Merchant, c'est vraiment un bon gars. Le mec qui se mange un KO live en direct sur ESPN face à un Babtou extrêmement vénère, au passé traumatisant, et il se dit non, c'est un bon en vrai, on peut tourner en grappling ensemble, normal. Vraiment, il l'a fait en match officiel. Suite à ça, bah, visiblement, le grappling, ça a payé parce qu'il est revenu à l'UFC face à Abdulrazek Al-Hassan, qui l'a étranglé dans le deuxième round avec un arm triangle choke. Une performance qu'on a pu voir, un mec plutôt mature. C'est passé du bomber debout, qui était en mode boxe avec une posture monstrueuse pour te mettre des parpaings à l'arrière de la tempe. Et cette fois, il s'est dit non, non, on va jouer Davai Davai, on va jouer vraiment la lutte olympique prime. Oh putain, il est horrible ce hockey, frère. J'espère que vous l'entendez pas trop. Tout ça, en 3 combats seulement, il a réussi à avoir un main event face au très dangereux Jack Hermanson. Jack Hermanson qui était très sous-coté, parce que voilà, on l'avait pas vu depuis longtemps. La dernière fois qu'on l'avait vu, il s'était fait tabasser. Ça restait un top 15. Et bah, il lui a expliqué en 5 rounds pourquoi lui c'était un top 15 et pas Monsieur Joe Pyfer. Après ça, une défaite qui a fait pas mal de mal à son ego. Il est revenu face à Marc-André Barrios. Malheureusement, il a exterminé notre Québécois chéri. C'était le même soir que Charles Jourdain face à Jean Silva. Vraiment une très très mauvaise soirée pour la belle province. Et puis voilà quoi, depuis, c'est aucune action en 2025, mis à part le combat annulé. Combat annulé. Mais pourquoi il était annulé le combat? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as pas dit, Zach. C'est simple. Il a goûté la nourriture mexicaine. Il a fini comme moi avec le hockey. Il a goûté la nourriture mexicaine. Il s'est mangé une diarrhée express. Il a sorti son téléphone. Il a parlé mal de fou du peuple mexicain comme si c'était un représentant de ICE Immigration. Je vais pas vous mentir, c'était quand même archi drôle. D'ailleurs, hein, je crois que je vais vous mettre l'extrait du journaliste qui a eu les couilles d'aller le voir au Media Day aujourd'hui et de lui dire attends, est-ce que c'est correct si je ramène juste. J'ai pas mangé, t'as eu juste. C'est correct si je mange pendant l'interview? Et il a sorti un burrito, il lui a dit t'en veux un? Parce que je sais que la dernière fois, c'est mal passé tout ça quand t'as grillé de la bouffe mexicaine. C'est un bâtard de fou. Mais moi, je serais parti. T'es là, t'es en cut, t'es sous 1000 calories par jour, ça te pose des questions stupides. Tous les journalistes du monde entier, dont RMC Sport, les Français, le chapeau 4 du journalisme, ça te pose des questions nulles à chier. Et là, t'as un mec qui te trash talk. Tu veux un burritos? Parce que la dernière fois, t'as du pull-out à cause de ça. Ah, il y a des gens vraiment, putain. Après, je vais pas vous mentir, le jour où j'ai accès à un showroom UFC,
Je vais pas me transformer en prix Pulitzer, hein, faudra on sera là, on va faire du contenu. Donc voilà, hein. Après, le combat en lui-même, stylistiquement, c'est quoi? C'est un gros lard au menton mexicain indestructible, gaucher, face à un Mike Tyson version blanc. Je dis pas ça parce qu'il frappe, enfin quoi, il frappe très fort. Je dis ça surtout parce qu'il a lui aussi un passé horrible. Horrible. Son passage chez Joe Rogan, il n'a pas grand chose de me faire pleurer, le frère, hein, parce que waouh, c'était quelque chose. Voilà, donc qui aura le plus de puissance? Le mec qui a des quesadillas dans les mains ou le mec qui ne veut pas manger des quesadillas dans les mains? Force à lui. Bon, le combat, Kayla Harrison, Juliana Peña. Avant que vous me tombez dessus. Oui, ce combat me hype. Voilà, voilà, je le dis. Voilà, et non, c'est pas parce que l'une des deux est fraîche ou je sais pas quoi. Même si Mommy Peña me fait ce qu'elle veut. Mais c'est surtout parce que, frère, c'est quand la dernière fois, depuis la retraite de Miss Grande Nunes, qu'on a eu un challenger à cette putain de ceinture, bah, qui mérite une putain de ceinture. Parce que, excusez-moi, mais le titre de champion bantamweight de l'UFC, qui est, on peut le dire, la catégorie OG de l'UFC chez les femmes, c'est Ronda Rousey, Misha Tate, Holly Holm, quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de championnes, mais c'était du... Bon, Misha Tate, vas-y. Mais c'était du niveau, même si Misha Tate, respect aux anciens quand même. Respect aux anciens, elle avait des atouts. Et non, je parle pas de... Hein, là, je pointe du doigt, là, pour les auditeurs Spotify. Je sais, hein. Quand je dis les atouts, direct, vous avez pensé à quelque chose d'autre, hein. Bande de chenapans. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Vendredi, c'est l'Aïd, vous pensez à des trucs comme ça. D'ailleurs, Aïd Moubalak à tous ceux qui nous écoutent le vendredi 6 juin. Bon, pour revenir à ce sujet désastreux qu'est la ceinture UFC Bantamweight. Depuis le départ de Miss Amanda Nunes, la tabasseuse en règle, c'était c'était rude, hein, clairement. C'était Pennington face à Maria Bueno Silva. Voilà. Juliana Peña qui est, hamdoulillah, qui est revenu récupérer une ceinture. En plus, c'était un braquage. Franchement, j'en ai rien à foutre. C'était un combat nul à chier. Je ne l'ai pas regardé. Le seul combat qu'on a regardé ce soir-là, c'est on a attrapé Alex Pereira et Khalid Rountree. Le reste de la carte était... Voilà, quoique Joaquin Buckley face à Steven Thompson, quand même, c'était une très belle performance. D'ailleurs, Kayla Harrison qui s'est battue ce soir-là. Donc, le même soir où Peña a récupéré sa ceinture, Kayla Harrison qui a signé sa deuxième victoire à l'UFC sur une domination de Ketlen Vieira, dont on a parlé plus tôt pour son manquement à la pesée, tellement drôle, tellement ça a été irrespectueux. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'enfin, on a quelqu'un qui vient sur une hot streak. Kayla Harrison, on rappelle, le meilleur background en judo qu'on a jamais vu dans le MMA. Je le dis, le jour où quelqu'un arrivera à topper, le jour où quelqu'un qui rentre dans le MMA arrivera à top ses exploits, ce sera vraiment genre Teddy Riner qui se met à mettre des patates taille 4. Putain de merde. Ah, vous allez tous me faire. Voilà, voilà, je coupe pas. Voilà. Cet extrait-là, hein, je parle. Il y aura des coupures, bien évidemment. On est dans le rythme, on est dans la cinématographie. Kayla Harrison, qui est double, quand même, faut respecter les acquis, frère. Double médaillée d'or olympique en judo. C'est la première femme de son pays à ramener une médaille d'or dans le sport. C'est une dinguerie, quand même. De tout le judo américain, c'est la première à ramener une médaille d'or. Commencez pas à me fact-check, hein. Je crois que c'est ça. De toute façon, John Anik l'a dit, Joe Rogan l'a dit. Je m'en bats les couilles, je vais pas chercher moi-même. Voilà, quoi. Depuis qu'elle est arrivée en MMA, elle a dit ah ouais, c'est comme ça. Très bien. Ah quoi, le PFL, à Skip, il y a un tournoi. Le PFL, ils ont créé, avec leur tournoi à 1 million, là, ils ont créé une catégorie lightweight féminine. Jamais de ma vie, je vous ai dit, 10 ans, je regarde le MMA. Jamais de ma vie, j'ai regardé un combat lightweight féminin. Ils ont créé une catégorie toute entière pour lui donner de la promotion et pour lui faire récupérer un billet. Le PFL, hein, on va pas vous mentir, je sais pas, ils blanchissent l'argent de qui. Bon, maintenant on sait, c'est les Saoudiens qui, qui font tout pour avoir un maximum de soft power dans le MMA. Elle est arrivée à l'UFC, elle est arrivée au PFL, en MMA. Armbar, ground and pound, ground and pound. Putain, décision, sérieux? Elle a même pas réussi à la finir. Bon. Mais never. Bon, vas-y, frère. Keylock, armbar. Après ça, au Invicta, pareil. Punches, ground and pound, armbar, ground and pound. Oui, bon, c'était ça de la concu exterminée. Mais c'est quand même 14 victoires, 15 victoires avant de prendre sa première défaite face à une meuf qu'elle avait déjà battue. 2 fois.
Putain. Eh, quand même, hein. Le petit que t'as Hagal reviendra, hein. Non, c'est putain Piotr qui bouge. Le petit chat qui est juste derrière la caméra, vraiment sur un. Peut-être, moi chez moi, peut-être dans la litière, c'est J.J. Abrams, peut-être c'est Steven Spielberg, là, je sais pas. 15-0 avant de connaître la défaite aux mains d'une meuf qu'elle avait battue 2 fois et ne pas récupérer son 3e million de dollars. Vous vous rendez compte quand même, elle a pris 2 millions de dollars, a gagné 14 combats face à des meufs. Mais respect à tout le monde qui rentre dans une cage. En plus, il y en a certaines, vas-y, elles ont quelques skills quand même, elles sont fortes. Mais vas-y, frère, lightweight féminin, les gars. Wesh, les gars, lightweight féminin. À un moment, c'est quoi le move? Je pense je pense que c'est le genre de catégorie qui motive des gens à changer de sexe. Sérieusement. Il y a des mecs qui sont en welterweight actuellement. S'ils se la tuent à l'estrogène, ils vont descendre d'une caté, garder un minimum de masse musculaire, ils peuvent faire un dégât. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe dans le MMA. Je vous invite à vous renseigner. Il y a des gars qui se transforment en meufs pour pouvoir légalement tabasser des meufs. Je sais, c'est juin, Pride Month, tout ça, machin, mais on n'est pas dans le même prime, visiblement. Moi, mon Pride, il implique des coups de pied dans la tête devant des Japonais. Alors, putain de merde. Quel podcast désastreux. Depuis, elle est revenue, elle est arrivée à l'UFC après avoir quitté le bateau coulant qui était le PFL. Ça lui a donné Holly Holm, donc déjà une volonté de l'UFC de la pousser au max, parce que Holly Holm, pardon, à l'UFC 300 en plus, c'est vrai, elle a fait son début à l'UFC 300. Bah, elle a géré, voilà, clairement, soumission deuxième round, rien n'est de choke face à une des meilleures strikers de la catégorie, même si elle a 48 ans. Et après ça, décision face à Kathleen Vera. Oui, ça fait 1 an à peu près qu'elle est à l'UFC et très objectivement, elle aurait pu rentrer et se taper pour le titre immédiatement. Maintenant, face à Juliana Peña. Je vais pas vous mentir, Juliana Peña, si tu me dis, elle est forte où? Je vais lui dire, à la limite, Loco Corazon, t'as vu, shout out les Vénézuéliens, on est ensemble. Elle a beaucoup de cœur. Elle est là pour se bagarrer. Elle lâche rien. Mais malheureusement, voilà, quoi. C'est. That's it. That's it. Hein. Une boxe, ok. Un sol, ok. Ouais. Une lutte, ouais. Kayla Harrison, elle la prend, elle la tord en 18 000. La question, en fait, c'est vraiment ce combat, c'est Harrison contre elle-même. Qu'est-ce qu'elle donne sur 5 rounds? On l'a déjà vu se fatiguer sur 5 rounds. Au PFL, en lightweight, face à des meufs. Voilà, quoi. Des meufs qui sont fait têche de l'UFC. En bantamweight. Donc des meufs en plus qu'elle affrontait avec des gigakilos d'avance. Cette meuf-là, depuis qu'elle est en bantamweight, elle a réussi à faire 135 livres. Elle a réussi à faire 61 kilos. On n'est pas dans la grossophobie, hein. Je parle juste parce que la meuf est vraiment gigantesque. C'est un tank. Putain, t'es madé. Carrément, le débat avant qu'elle rentre à l'UFC, c'était même pas qu'est-ce qu'elle va faire face à son adversaire, c'est qu'est-ce qu'elle va faire face à la balance. Elle fait legit 2 fights à chaque combat. Putain de merde. Une fois de plus, je n'aimerais pas voir son bilan sanguin. Il doit y avoir des. Oh, elle doit pisser de la lave. Surtout depuis que l'USADA est parti. On en débattra ça un jour. Kayla Harrison va faire ce qu'elle veut d'elle. Voilà, c'est bon, elle va faire ce qu'elle veut d'elle jusqu'à qu'elle crame son cardio. C'est elle contre son VO2 max. Est-ce que son taux d'oxygène dans le sang l'empêchera de devenir championne de l'UFC dans la catégorie OG? On le saura samedi. Et il y en a certains qui ne le sauront pas du tout, qui vont le voir sur des pages Instagram gaulerie parce qu'ils en auront rien à foutre. Le main event. Putain, en plus, là, il y a un poteau qui est en train de m'appeler. Shout out Jay. Je peux pas, frère. Désolé, je suis en train d'enregistrer. Le main event. Merab Valishvili. Sean O'Malley. Il est tellement bon, vous savez quoi? Je vais faire une pause, je vais allumer la lumière. Changement d'ambiance. On revient dans la lumière. Enfin, pour ce main event qui est, bon, je vais pas vous mentir, il me hype pas autant que prévu. Parce que, déjà, on va poser les faits. Merab Valishvili, 19-4 en carrière. 3 KO. Une soumission. Franchement, c'est un des seuls qu'on arrive à excuser. Le mec a vraiment, à l'UFC, c'est 12 victoires. 12 victoires d'affilée. Dans la catégorie bantamweight. Je répète juste. À l'UFC, c'est 12 victoires d'affilée dans la catégorie la plus dangereuse. Voilà, je pose juste la taille de l'exploit avant de le clasher. Parce que, à un moment, mon ref, quand sur ces 12 victoires, t'as un seul finish, non, pas de faire enculer. je me calme, je me calme, mes rap, respect, tout ça, machin. Mais voilà quoi. En plus, il a tapé Marlon Moraes quand même. Donc, sur ces 12 victoires, on peut compter des gros blasts tels que Marlon Moraes lorsqu'il était top 15 UFC, un des hommes les plus explosifs que cette organisation a jamais vu. José Aldo, qui la ragdoll comme du n'importe quoi. Peter Yan, où on a tous découvert dans le monde entier le glitch de même si je te mets pas au sol,
Si je continue à shooter, tu peux faire que défendre. Pendant 25 minutes, à tous mes lutteurs qui m'écoutent, vous pouvez vous shooter non-stop avec de la résistance, hein, pendant qu'un mec essaie de vous frapper. Peter Yan, putain de merde, Peter Yan, mon chat s'appelle Piotr Yan. Je dis Peter, je perds les plombs, je prononce mal son nom carrément. Le mec est tellement bon, j'ai nommé mon chat après lui, Piotr Yan. Et il l'a tenu, il a shoot sur lui, quoi. J'aimerais voir les stats. Vous savez quoi, pendant que je rigole, on va aller sur UFC Stats pour Yann versus Dvalishvili. Parce que c'était quand même une singerie, les gars. On n'a jamais vu ça. Le mec a trouvé un glitch dans le MMA moderne. C'est un truc de fou. Mais non, quelle page Wikipédia? UFC Stats. Combien de takedowns sur 50, s'il vous plaît? On a pu voir. Les gars, et les femmes, shout out, hein, s'il y a des femmes qui sont abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de meufs, mais bon, c'est chaud. 49 takedowns. Je crie dans le micro. 49. Un peu de sérieux. Je suis même pas sûr d'avoir shooté 49 fois dans ma vie. Parce que je suis mauvais en lutte. Et c'est pas des shots. C'est un taureau qui te court après. Qui te court après et qui sait où mettre sa tête pour baisser son centre de gravité et te mettre au sol. C'est une dinguerie. Non, les gars. Il porte son nom de The Machine. Très clairement, une fois de plus, lui aussi, je n'aimerais pas voir son test sanguin. C'est vraiment le cocktail ultime entre autisme, génétique et fucking produit d'exception. Vraiment, là, on a du gear de qualité Tour de France. Waouh, cette performance face à Piotr Yan, elle a ouvert les yeux à pas mal de monde et mes yeux étaient tellement ouverts que j'ai commencé à pleurer. Suite à ça, il a dit: Ah, vous avez bien aimé la lutte, tout ça, machin. Ok, votre gars là, André Cejudo, il a pas gagné les Jeux Olympiques en lutte. Bah, je lui dis que sa mère, il y a quoi? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il méritait son title shot déjà, hein. Mais il a pris quand même Cejudo parce que. Parce que pourquoi pas? Hein, honnêtement. Eh, entre nous. Oh, à la bonne franquette. Et pourquoi pas Henry Cejudo, qui là, lui aussi, il lui a fait ce qu'il voulait. 5 takedowns, dont un où il a littéralement porté, comme moi je porte mon petit frère de 10 ans, sur l'épaule à base de oh 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 oh, oh t'es pas câble. MDR, bah, il l'a jeté par terre comme un sac de patates de 20 kilos. Waouh, c'était son petit. Et enfin, il a enfin eu son fucking title shot. Merde, j'ai dit un gros mot en anglais, YouTube va me flag. Son title shot face à Sean O'Malley, l'événement de la sphère, le 306. Bon, ok, c'était un combat quand même assez divertissement parce que c'est ça que j'aime bien avec Merab, c'est que c'est un grappleur ultime, full lutte, full attrapage, full clinch, mais il rend le truc intéressant parce qu'il y a tellement de mouvements. Il y a tellement de mouvements. C'est vraiment une bagarre de chat. C'est un truc de ouf. Ça bouge de partout, c'est des papapapap. Et puis même les mecs en face, ils peuvent rien faire. Parce que, ok, t'as drill, ça fait 3 mois que tu t'entraînes avec les top lutteurs du pays pour te préparer face au combat. T'es en condition top shape ultime. Mentalement, t'as des psychologues, t'as des trucs, t'as arrêté l'alcool, t'as arrêté la weed, t'as arrêté tout ce que tu veux. T'arrives le jour du combat, le mec, il t'attrape au bout du 2e round, tu peux pas te lever, il te fait des bisous. Les gars, il lui a fait des bisous. Il a pris un avertissement parce qu'il lui faisait sur le dos comme ça. Il l'a lâché, il est resté 5 secondes dans le round. Il est parti comme ça vers son coin en mode vas-y mon gars, tu sais quoi, je te laisse. Va me chercher une canette. L'analogie de la canette, je l'ai surutilisée aujourd'hui. C'est une dinguerie. Il a crash out au Mali. Vraiment, il lui a couru après, il lui a mis une patate dans son dos. Elle était légale, il restait 5 secondes. Vraiment une performance. Waouh. Et suite à ça, il a pris. C'est quoi là, le cousin de Khabib, Oumar Nurmagomedov, 18-0. La nouvelle bouilloire dagestanaise. Allez, ça dégage. Décision. Il s'est fatigué lui aussi. Tout le monde se fatigue. C'est une dinguerie. Le mec, c'est vraiment. Non, c'est fort. Et c'est à cause de cette performance en plus que le match-up face à O'Malley me hype moins. Parce que Sean O'Malley, de l'autre côté, c'était un run stratosphérique avec l'épisode de la défaite face à Chito Vera où il s'est mangé un KO. Où post-carrière, chaque fois que Bruce Buffer disait 13-1, lui regardait la caméra, il disait 0. J'ai jamais perdu. Bon, on t'a vu quand même manger un coup et regarder les étoiles une petite seconde. Hein. Suite à ça, c'était KO, KO, KO. Pedro Munoz, non conteste high poke, mais bon, je vais pas vous mentir, si Pedro Munoz n'avait pas un menton d'adiamatium, ça serait fini en KO. Après ça, Peter Yan, KO. Peter Yan, split décision. Je suis en fous, moi. Il y avait Chris Moutinho aussi. Chris Moutinho, ça on en parlera dans un prochain épisode. Il y a l'UFC Atlanta qui arrive. Chris Moutinho, on le connaît juste pour avoir un crâne indestructible. Sean O'Malley, vraiment, au bout de. C'était quoi? Il restait 30 secondes dans le round, c'est l'arbitre lui-même qui a dit wesh, c'est bon.
C'est bon. Il est pas KO, mais Théma, frère. Théma, il va aller voir son neurochirurgien. Le mec, il va penser c'est une radio d'un mec de 84 ans, tellement il y a de dégâts à son cerveau. Non, c'est fou. Piotr Yan, split décision. Je le dis, vous allez dire je suis biaisé. Je viens de dire mon chat, il s'appelle Piotr. Piotr Yan avait gagné ce combat. Voilà, je le dis. Maintenant, voilà. Là, vous êtes là en mode à base de ouais, je t'abuse. Ou alors vous avez quitté la vidéo. Je sais pas. Même, il y a des mecs au volant, ils écoutent ce podcast, ils ont dit non, arrête, frère, quand même, Théma, regarde, t'es biaisé, tout ça, machin. Non, les gars. Mais, mais, la performance était tout de même très impressionnante. Sean O'Malley, c'était à peine un top 15 à ce moment-là. Il est arrivé face au. Je crois qu'il était numéro 1 en plus, Piotr Yan. Il lui a fait une guerre. Une guerre. Il lui a montré qu'il était là. Et il a mérité son title shot après ça. Écoute, c'est comme ça. Les juges ont dit que c'est O'Malley qui a gagné ce jour-là. Moi, j'ai revu plusieurs fois ce combat. Je l'ai rescoré. J'ai pris mon temps. Avec son, sans son, tout ce que vous voulez pour pas se faire biaiser par le commentary. J'avais Piotr Yan gagnant ce combat. Après, voilà, quoi, c'est le jeu du sport. Et puis, visiblement, les juges ont eu raison de lui donner la victoire parce que suite à ça, lors de son title shot où il a pu se battre pour la ceinture et affronter le champion Aljamain Sterling, bah, il l'a traité comme un petit, voilà quoi. Au bout, le Aljamain Sterling, le très grappleur, le très puissant, le très physique, n'a pas pu l'emmener au sol une seconde. Et quand il est allé au sol, c'était parce qu'il venait de se manger une gauche éclair de l'Irlandais sous produit Rastaman, sous cannabis. Voilà quoi, c'était un counter-right qui est rentré en 1 minute après le deuxième round. Suite à ça, il a déclaré j'ai pas grapplé depuis 1 mois et demi, j'avais une giga fracture au pied. La performance est très impressionnante. En parlant de perf impressionnante, le mec il a enchaîné avec une destruction sur 5 rounds de Marlon Chito Vera où il a pu enfin confirmer que bah, peut-être qu'en 2020 il avait pas perdu. Tout ça pour perdre face à Merab et se manger des bisous comme ça. Et se manger des bisous dans le dos. Depuis rien. Depuis rien, depuis septembre, il est pas revenu. Pourquoi vous lui donnez un title shot, les gars? Ouais, c'est une star, c'est machin. Frère, c'est une star pour les petits qui se la butent sur Twitch. C'est pas une star, ils ramènent pas des pay-per-view de fou. Hein. Les gros pay-per-view qu'il y a eu la dernière fois, c'est parce que l'UFC, ils ont mis un show jamais vu dans l'histoire des productions sportives à la sphère, hein, c'est tout. Hein. C'est la merde. Le chat, il va faire tomber mon casque. Ah voilà, je pose mon casque sur toi. Qu'est-ce qu'il y a, Piotr? Donc voilà, ce combat, je vais pas vous mentir, je m'attends pas du tout à ce qu'il y ait un autre résultat. Voilà, Merab, il a prouvé qu'il s'améliorait. Il avait un striking qui savait gérer les attaques et les combos de mecs très, 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 très proficients debout. Voilà, Umar Nurmagomedov, oui, vous entendez Nurmagomedov, vous dites c'est un giga rappeur, mais non, c'est quand même un striker d'exception lui aussi. Et il a pu gérer, il a pu timer ses entrées, il a pu shoot au bon moment, scorer quelques coups debout, et surtout, il a montré un fight IQ de très grande qualité où il a su gagner un combat tactique sur 5 rounds. Sean O'Malley, on l'a jamais vu sur 5 rounds. Bon, aussi parce que la seule fois où il avait le Poké. La seule fois où il a gagné sur 5 rounds. Non, je suis un fou, moi, on l'a jamais vu sur 5 rounds. Je suis un fou malade. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a jamais vu face à de la résistance sur 5 rounds. Parce que sur ces 3 combats en 5 rounds, bah, Merab, il a perdu. Marlon Vera, il l'a dégommé de A à Z, c'était même pas marrant. Et Aljamain Sterling, en 6 minutes, c'était terminé. Donc, à voir la performance de O'Malley. Hein. Il aura déclaré on sait, on suit Instagram, on voit ce qui se passe. Il a dit son coach, pardon, il a déclaré plus de réseaux sociaux, le mec il est sérieux, il est préparé comme jamais, il a arrêté la weed, il boit pas. Oui, il a arrêté de se LeBron James, les gars, quand même. Il a arrêté de se tabasser le bazouzou. Je sais pas quoi en penser, mais voilà quoi, force à lui. C'était ce genre d'infos que t'as pas. On n'avait pas besoin de savoir. Après, ça peut être utile hein, pour des analyses futures. Mais voilà quoi, une carte en tout cas. Je pense qu'on va conclure là-dessus. L'épisode était nice. Moi qui disais un format plus rapide, PTDR, on a dépassé l'heure. j'en avais des putain, j'en avais des choses à dire. Hein. Voilà, moi je vais retourner m'occuper de mon chat, m'occuper du montage. J'espère que ça vous a plu. La carte est qualité quand même. Pas forcément qualité en termes de blaze, mais qualité en termes d'opposition, en termes de spectacle promis. Donc on sait jamais, hein, ça peut puer la merde. On remercie l'État du New Jersey qui paye, qui lâche un billet à l'UFC pour. Ouais, Zach, comment tu sais, machin. Il y a littéralement le logo. Il y a le logo, frère. Comme il y avait Bonjour Montréal. C'est l'office de tourisme de Montréal qui a payé pour nous ramener une carte. Ça faisait 10 ans que l'UFC n'était pas venu au Québec. Putain de merde, quelle bonne nouvelle. Pas au Québec, pardon, à Montréal. Donc voilà, hein, écoute. C'était une très bonne analyse. Je me complimente tout seul. N'hésitez pas, les gars, tune in. Aussi, je vous mets une fois de plus le lien de la page Instagram ici et en description. Voilà, on va partager des mèmes, du contenu. Quand on est sur place sur des events,
il y a des stories, il y a des choses. C'est là qu'on relaie aussi s'il y a des interviews, des choses. Ouais, vous demandez, je suis un fou, moi. J'ai même pas justifié pourquoi je suis tout seul. Le frérot Adam, vous pouvez le suivre sur HKN MMA. Lui aussi, bah, le bouc, il a des études quand même. Il va pas faire deux podcasts en même temps. Le podcast à tous mes Marocains sûrs. J'aurais dû le dire au début. Vous savez quoi? Je vais couper, je vais mettre ça au début. Si vous aussi, vous voulez savoir où est ce beau gosse de Adam, non, c'est pas embrouille, non, c'est pas je sais pas quoi. Vous allez sur son profil Insta, c'est ma sale gueule en premier plan sur ses photos. Sous bras cassés en plus. Et puis voilà, hein, non, n'hésitez pas à suivre HKN MMA, tous mes Marocains sûrs. Voilà, c'est le média numéro 1 des combattants marocains. Tous les expats, tous les mecs qui sont nés en Espagne, en Australie, en France, de partout. Vous voulez être patriote, vous voulez supporter le MMA de votre pays, c'est là. Si j'avais autant de skills en arabe, j'aurais fait le même pour la page tunisienne. Malheureusement, je suis une fraude. Et puis voilà, on s'attrape pour le prochain épisode. Normalement, le prochain de l'UFC, ce serait. Il me semble que c'est la carte à Atlanta ou quelque chose comme ça. Je sais pas, flemme de vérifier, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est Ousmane versus Buckley à Atlanta et le retour du Québécois Charles Jourdain. Et puis voilà, hein, sinon le reste de la semaine, il y a quoi? Voilà. Il y a de la boxe, Kishon Davis, on aime bien. Nakatani, on aime bien. Ça, c'est la minute craquette, hein, vraiment. Et pour les plus gros craquettes d'entre nous, le UAE Warriors sur aux Émirats qui font deux cartes. Un jeudi, si vous voulez vous bagarrer un jeudi, shout-out le français Sami Yaya qui va se battre pour un gros event en main event. Et puis voilà, hein. Abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à donner la force. C'est un petit média, c'est rien, hein, je fais le con dans ma chambre, mais on met quand même des efforts niveau montage, niveau déplacement. Et puis, si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à suggérer. Moi, je prends des suggestions sur la forme, le fond, le son, l'image, tout ce que vous voulez. On a déjà eu quelques suggestions. On essaie de cadrer ça. Et puis voilà, les gars. See you next time. C'était le Only Head Podcast. À plus.